Bonus. Trax. Jeu égal, équilibré, dur, WTC compatible. À vrai dire, on ne manque pas de nom pour désigner le fameux jeu compétitif qui a pris le pas sur notre hobby préféré. Mais face à lui, que nous reste-t-il ? Le jeu narratif, bien évidemment, avec ce qu'il implique en termes d'investissement et de passion. Mais existe-t-il encore une troisième voie ? Celle d'un jeu qu'on appellerait mou, casual, en un mot, fun. Eh bien, c'est la question qu'on va se poser dans ce nouvel épisode, au format débat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier podcast dédié à Warhammer en 2026. Vous l'aurez compris, en 2026, on va pas faire que de parler de Warhammer, même si je vois bien que vous attendiez impatiemment le retour de Warhammer d'après les stats. Mais rassurez-vous, Warhammer est de retour et c'est également le cas de Raph. Comment ça va mon bon Raph ? Bah écoute, ça va pour ce 72 du mois de janvier, qui est très très long. Mois de janvier extrêmement long effectivement, ressenti une année en tout cas, mais on va essayer de ramener un petit peu de fun justement dans ce mois de janvier ou ce mois de février, à l'heure où vous écouterez sans doute ce podcast si vous l'écoutez à sa sortie, mais effectivement pour parler de ce qu'est le fun à Warhammer. On va essayer de répondre à cette question, est-ce que ça existe encore ? Est-ce que c'est souhaitable ? Quelle forme ça pourrait prendre ? Etc. etc. Et pour ça, on va s'appuyer sur une expérience récente, une expérience que Raphaël et moi partageons. C'est l'événement qui a été organisé il y a quelques semaines de cela par l'association Watergun, qui se situe autour de Nantes, dans lequel nous avons du coup eu la chance de jouer en 2v2, 4 parties. Est-ce que pour commencer, Raph, tu nous présenterais un petit peu le Watergun, l'événement, qu'est-ce qu'on a fait en termes de parties, l'esprit, la table, les joueurs, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Watergun ? Alors, le Watergun, c'était donc un événement organisé par une association de Warhammer, de jeux de figurines située autour de Nantes, qui se déroulait du coup sur un week-end samedi-dimanche. Un format 2v2, 1000 points chacun, donc 2000 points au total. Ouais. 4 parties, 2 parties le samedi, 2 parties le dimanche, une partie le matin, une partie l'après-midi. Et au niveau de l'événement, c'était un événement qui se voulait fun, donc c'est-à-dire avec non pas un format compétitif, WTC, Ligue, que sais-je, décor en L et toutes ces choses-là, non, plutôt un format... on va dire un peu plus à la cool, avec des très très belles tables, bien riches, bien garnies en décor en tout genre, des restrictions de liste, donc vous ne pouviez pas jouer par exemple de doublette ou de triplette hors battle line, il y avait d'autres restrictions, mais c'était les principales, qui étaient assez déterminantes. Il y avait également une petite subtilité qui était le fait que chaque binôme devait amener une figurine représentant le chevalier du Watergun, qui était une petite figurine qui était inclue d'office dans les listes d'armées du binôme, et que les joueurs pouvaient contrôler lors des différentes parties. Cette figurine, elle était soit en Kuntas, vous prenez n'importe quelle figurine de votre armée, vous disiez que c'était le chevalier du Watergun, soit c'était encouragé de convertir et de créer sa propre version du chevalier du Watergun, ce que beaucoup de joueurs ont fait, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Et enfin, l'esprit global, c'était un événement destiné, on va dire... comme tu en parlais en introduction, des joueurs un petit peu plus casus, c'est-à-dire qu'on n'était pas non plus au niveau du Rural Hammerfest qu'avait pu faire Brother Maxou, avec des gens pour qui c'était les premières parties de Warhammer. Non, là c'était quand même des gens qui avaient un petit peu l'habitude de jouer, mais plutôt on va dire la guerre au garage, quoi, vraiment, ouais. Plutôt les mecs qui font soit des parties en club justement, soit des parties entre potes, et du coup c'est l'occasion de venir avec votre pote pour le binôme. Donc voilà, c'était plutôt ce genre de format-là, dans la population qui était ciblée. Ok,
Très bien, merci pour cette excellente présentation. On en profite pour saluer Chocobon et tous les autres gens qui font aussi partie de la commu des Landraidos qu'on a pu croiser sur place. Chocobon qui en l'occurrence était même l'un des organisateurs. Donc voilà, on a pu croiser pas mal de monde, c'était très très cool. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question suivante. Tu me vois venir à des kilomètres, mais qu'en as-tu pensé dans les grandes lignes de cet événement? Qu'est-ce que tu en retiens maintenant qu'on a laissé pas mal de temps s'écouler? Alors déjà, on va faire un petit disclaimer, je te propose. Vas-y, faisons un dans disclaimer. le sens où tout ce qu'on va dire n'est pas du tout à charge contre le Watergun. Bien évidemment. Voilà, parce qu'on va donner notre avis de manière objective et de manière non biaisée. Donc il est possible qu'il y ait des choses qui nous aient déplu, qu'il y ait des choses qui nous aient plu, qu'il y ait des choses pour lesquelles on était un peu plus mitigé. Mais dans tous les cas, c'est pas une critique ad hominem. Voilà. Nous, on a été hyper contents de participer à l'event. De fou. De manière générale. Au global, l'avis est plutôt positif. On va détailler ça, hein, mais bien sûr. Voilà, si tu m'as demandé mon sentiment global, oui. Voilà, il est plutôt positif. Mais ça n'a pas empêché quand même quelques bémols au cours de l'événement. Du coup, effectivement, on va revenir dessus un peu plus en détail. Mais voilà, c'est juste pour, en intro, quand même préciser ça, pour pas que les personnes qui font partie de l'association, qui ont été présents à cet événement, qui nous écoutent, se disent « Ah, ils font que râler, etc. Oui. » Non, si vous vous rappelez, on avait fait exactement la même chose vis-à-vis du Rural Hammerfest de Brother Maxou, et il l'a jamais pris contre lui ou quoi que ce soit. Jusqu'à présent, normalement, ça se passe bien. Voilà. C'est plutôt, voilà, on va essayer d'être constructif et de balayer les choses ensemble. Et puis d'être dans l'amélioration continue, c'est aussi nous notre philosophie, hein, de manière générale. Ouais, c'est clair. Et puis on a la chance d'avoir des gens qui se bougent pour faire des événements. La moindre des choses, c'est respecter un petit peu leur travail. Mais effectivement, nous, l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser aussi leur taf pour nous servir un petit peu d'inspiration pour de futurs épisodes. Et vous l'aurez compris, c'est cette notion de fun qu'on a retenu le dimanche soir dans la voiture au retour en se disant, et puis même on en avait même discuté avec d'autres joueurs, notamment Capitaine Tentacule, si je dis pas de bêtises, que je salue au passage. Et Koganra aussi, je crois. Ouais, et du coup, voilà, en fait il y a toujours un peu cette question de forcément de réflexion post événement qui nous incite peut-être à prendre les micros et à faire autre chose qu'un simple retour d'expérience sur tel ou tel tournoi, tel ou tel événement, parce qu'en l'occurrence là c'est pas un tournoi au sens où il y avait pas de classement général à la fin. Il y a quand même eu 2-3 récompenses pour ceux qui ont le plus brillé, mais bref, là j'embraye un petit peu trop sur la suite des opérations. Donc toi, ton avis est positif. Qu'est-ce que tu as préféré, qu'est-ce que tu as moins aimé, dis-moi tout. Alors, déjà ce que j'ai préféré, c'est, je pense, et c'est d'ailleurs assez marrant parce que c'était déjà une des choses que j'avais préférées dans le Rural Hammerfest, c'est le côté modélisme armé. Voir les armées des gens et voir aussi la créativité des gens en fait, parce que c'est vrai que nous on a le Discord, hein, on échange beaucoup avec vous, et on a nos Discord aussi de groupes d'amis un peu plus privés, mais c'est toujours... je trouve que ça fait toujours quelque chose de voir les figurines en vrai devant toi et de voir qu'il y a des mecs qui sont partis dans des délires de conversion que t'aurais même pas imaginé, ou juste simplement c'est des gens où tu vois que c'est leur toute première armée, mais ils y ont mis énormément de cœur, donc c'est pas genre peint comme au Golden Demon, mais en fait tu sens que le mec il est à fond dedans et il se dédie dans sa faction, il est super à fond dans sa faction. Franchement ça fait super plaisir de voir aussi les gens qui jouent depuis peu de temps, qui ont embrayé avec la V10 par exemple, et qui ont déjà leurs armées. Ouais, voilà, qui sont hyper fiers de te montrer leur armée, de te dire ah tu vois moi j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout. Donc ça, franchement, je pense que c'est un de mes points préférés, c'est la partie modélisme, figurine, et ce qui va de pair avec ça, c'est les tables, bien évidemment. Ça, c'est un des premiers trucs, quand t'arrives sur le lieu, et que toutes les tables, alors nous on est arrivés du coup le samedi matin très tôt, tôt, et fallait arriver tôt relativement. Voilà, vers 8h du mat', et toutes les tables étaient déjà mises en place. Et franchement, c'était déjà super cool d'arriver, de voir toutes les tables avec... elles avaient toutes une personnalité, une ambiance qui lui était propre.
Ça, c'était super cool aussi. Il y avait des bêtes de décors, il y avait des conversions faites sur les décors, il y avait des trucs vraiment incroyables. Il y avait une table avec un Thunderhawk, il y avait une table avec un Titan River, River, Warhound. Voilà. Il y avait une table avec 3 gargants qui servaient de décors. 3 gargants rouillés, 3 gargants rouillés. Donc en fait, même dans les décors, il y avait énormément de... Non, les tables étaient ultra riches. Effectivement, la table Thunderhawk qui nous avait montré était déjà l'année dernière. Il y a aussi une espèce de forteresse Space Marine avec. Je sais plus je crois qu'il a récupéré c'était des statuettes à l'époque de Space Marine qu'il a incrustées façon un peu mont Rochemort dans la montagne, donc c'est trop bien. Le décor fait du coup posé sur une table, il fait 1m90, c'est assez ouf. Donc vraiment les tables c'était et pourtant les dieux noirs savent qu'au Ruralammer on avait de très belles tables, et là on avait encore, je crois, un cran au-dessus en termes de non seulement de qualité mais aussi de diversité. Il y avait aussi une espèce de cathédrale où il y avait des lumières, des petites guirlandes à l'intérieur, des petites lumineuses, donc franchement c'était vraiment trop bien quoi. Les tables, elles donnaient grave envie. Ouais, et puis comme on l'a dit un petit peu plus tôt, mais le fait que ce soit des décors à l'ancienne, en mode un peu White Dwarf, quoi, pas les décors en L dégueulasses. Des tables thématiques, le cimetière de machines orques. Il y avait une table aussi où il y avait plusieurs forteresses de rédemption, façon QG d'Archangel. Il y avait un monde tombeau Necron, enfin il y avait quand même des trucs, ils avaient mis les petits plats dans les grands. On n'a pas de chance dans notre première game, je pense qu'on a joué sur la pire table. Ouais, en tout cas le pire battle match, je pense. Le pire battle match. Les décors étaient pas mal, mais le battle match était assez affreux. Mais voilà, il nous a fait un peu mal au crâne, mais dans l'ensemble, le niveau était super haut sur les tables, quoi. Ouais, et donc du coup, tout cet aspect figurine, décor, modélisme de manière générale, j'ai kiffé. Et d'ailleurs, ils avaient aussi, je me permets de te couper, ils avaient prévu une allée de tables entre les différentes tables de jeu pour poser les armées entre les games, pour justement montrer un peu à tout le monde. Prendre des photos aussi. Et ça, c'était agréable, quoi. Ouais, c'était très cool. Côté exposition qu'on peut avoir en marge des tournois, des événements, quoi. Il y avait, on en a un peu parlé, mais le concept de chevalier du Watergun qui était aussi vraiment super cool, parce que pour le coup, beaucoup de gens ont joué le jeu, de créer leur propre version du chevalier. Il y a eu vraiment de tout. Il y a eu aussi bien des espèces de Space Marine un peu modifiés, comme des mecs qui ont fait des chevaliers à la bretonien. Toi, t'avais utilisé un Stormcast comme base, un peu modifié pour faire une espèce d'inquisiteur. Il y avait des mecs qui avaient fait littéralement un gars avec un gros pistolet à eau et tout, enfin franchement c'était trop cool. Les gens s'étaient vraiment investis là-dedans, et de manière générale tu sentais que les gens qui étaient présents étaient assez investis dans l'événement, donc ça c'était aussi, je trouve, agréable. Il y avait le fluff aussi, chaque binôme devait faire un fluff. Toi tu t'es embêté à faire un super fluff un peu style Codex V3 avec rapport de rapport dossier, inquisitorial bizarre, correspondance entre deux personnes de l'Inquisition, qui est un grand classique. Mais il y avait des gens qui ont fait des codex, il y a des gens qui ont fait pas mal, qui ont tapé du texte, quoi. Il y avait pas mal d'IA aussi, malheureusement. Et ça c'est toujours un peu préjudiciable. Ça c'est c'est nos convictions personnelles qui vont parler. Mais globalement, dans l'ensemble, effectivement, comme tu disais, le côté thématique de s'approprier cette datasheet du chevalier du Watergun qu'on allait pouvoir jouer ensuite, faire du fluff, faire sa propre figue. Je pense aussi au gars qui jouait avec son fils. Ils avaient une armée ultramarine tyrannide, ce qui est un peu improbable, mais du coup ils avaient fait leur chevalier du Watergun sous la forme d'un Space Marine qui jetait des Pokéballs comme si les tyrannides étaient des Pokémon, en fait. Donc ça partait très loin dans le délire, et voilà, il y a des gens qui ont interprété le côté chevalier au sens vraiment très littéral, d'autres qui en ont fait un truc de fluff en essayant de rendre ça un peu plus sérieux, c'était mon cas, d'autres qui l'ont vraiment pris à la rigolade, et c'était intéressant de voir un peu toutes les déclinaisons justement que ça pouvait amener, quoi. J'ai trouvé ça super sympa. Non, globalement. Et pareil au niveau des binômes, t'avais le binôme là, comme tu dis, du père avec son fils. T'avais des binômes où tu sentais vraiment que c'était des mecs qui sont genre, ils avaient aussi un binôme thématique où les deux armées étaient faites pour on va dire fluffiquement et de manière du jeu fonctionner ensemble. Pas toujours, voilà. Ça va être un des points négatifs pour le coup, mais bref. Donc overall, c'est pour ça que je dis que
au global, j'ai plutôt apprécié l'événement. Pareil, on a joué du coup sur les 4 parties, ont été 4 scénarios faits maison par les organisateurs. Donc du coup, ça c'est encore une fois plutôt cool parce qu'on n'était pas sur du jeu égal classique avec tirage de cartes, objectifs primaires, secondaires, etc. qu'on a l'habitude. C'était vraiment des scénarios faits maison avec des règles spéciales. Donc l'effort d'avoir fait ça, c'est super cool aussi. De ouf. Donc en fait, voilà, on va dire vraiment dans l'énergie qui a été mise dans l'événement et pour que tout fonctionne, c'était hyper appréciable. Franchement, nous, on a trouvé ça vraiment cool de voir le boulot qui a été accompli du côté des organisateurs. Pareil, la bouffe, super bien aussi. C'était un food truck de hot dog. C'était bon. Et puis les consos de boissons étaient pas chers. Ce que vous avez... Enfin, j'espère que vous avez l'habitude de voir ça souvent effectivement dans les tournois, c'est pas prohibitif, les gens sont sympas, tu discutes en marge des games, ça s'offre des bières, ça s'offre des cafés, des coca, peu importe, mais ouais, c'était très cool. Et le lieu lui-même, c'est une espèce de salle des fêtes, mais très béton et verre, très moderne en fait, et du coup il y avait pas une acoustique trop dégueulasse, ça résonnait, enfin j'avais mes bouchons, mais ça résonnait pas tant que ça. Non, ça pareil, du coup vu que c'est normalement une salle de spectacle, je crois, du coup t'avais aussi assez de place dans les toilettes, enfin tu vois, c'était pas parce que parfois tu peux avoir des événements qui sont organisés dans des trucs un peu plus vétustes et ça peut vite devenir très ghetto quoi. C'est clair. Et là j'ai pas trouvé, tu vois, même le deuxième jour je me disais ok, on est dans de bonnes conditions et ça donnait envie de revenir refaire des games le lundi quoi. Non, très 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 cool. Franchement super super sympa. Maintenant dans les points qui fâchent. Aïe, on y vient. En fait le côté fun, et c'est pourquoi on fait ce podcast. Le côté fun, moi je trouve qu'on ne l'a pas vraiment retrouvé au vu des listes qu'on a pu affronter, au vu des binômes, de certains binômes qu'on a pu voir dans l'événement, et au vu des scénarios qui, bien qu'ils aient été faits maison, etc., étaient déséquilibrés, mais pas que déséquilibrés, on va dire, dans un point de vue dans narratif, un point de vue, mais juste que, en fait, ça ne marchait pas forcément, et que du coup, les résultats ont été très aléatoires et très polarisés, parce qu'en fait, si vous étiez du mauvais côté du scénario, entre guillemets, vous subissiez la partie à fond. Donc nous, on a fait, donc spoiler, on a fait 3 défaites, 1 victoire sur le week-end. Et il y a 2 défaites où j'avoue que on a pris assez cher. On a pris très très cher. Une où c'était vraiment serré, ça s'est joué à littéralement 5 points pour avoir une égalité. Donc ça, c'était déjà beaucoup plus intéressant. Par contre, les 2 autres défaites qu'on a prises, c'était vraiment des parties à sens unique, et c'est là pas que très amusant, voilà, pas très fun. C'est là que le fun, en fait, c'est pas mal estompé parce que là, on a un peu douillé, quoi. Très honnêtement. Effectivement. Je te rejoins complètement, on va rentrer de toute façon dans le détail en utilisant certainement notre expérience du Watergun, mais aussi d'autres parties en assaut, perso, l'évolution du hobby de manière générale aussi, comme pour appuyer un petit peu nos arguments, devrais-je dire. Mais du coup, effectivement, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que parfois, moi j'ai eu très peur à la première game, et ça c'est au début de la première game. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'apparemment nos adversaires avaient aussi eux peur de notre liste, mais je sais pas si c'était par politesse parce que je comprenais pas trop. On reviendra sur la liste en question, mais donc du coup, pour vous la faire vite, vu qu'on jouait en binôme, bien évidemment, l'orga a évité les abus de bonus qui pourraient s'appliquer, qui pourraient venir d'une armée, par exemple de l'armée de Raphaël, et pourraient me profiter à moi. Donc en fait, il n'y avait pas en principe de synergie, sauf sur un seul élément, le commandement, puisque vous savez que le commandement, même s'il est assez mineur en V10, il se déclenche à plein de moments, on peut faire des tests, etc. etc. Et donc du coup, ils se sont dit... c'est trop chiant d'équilibrer les trucs de commandement, donc le commandement éventuellement vous aurez effectivement le malus d'une armée pourra profiter à l'autre parce que et c'est un peu compliqué. Autant un Lehman Russe Annihilator tu tires avec ton, ou Exterminator devrais-je dire,
Je sais jamais c'est lequel, mais je tire avec mon autocanon et je dis à Raph, voilà, t'as moins 1 PA, enfin t'as un bonus de PA dessus. Bon, c'est un peu cheaté parce que en principe, voilà, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour l'armée garde, pas pour l'armée Space Marine. Comme si j'avais une relance pour un serment de l'instant, par exemple, en tant que garde impérial, ça serait extrêmement fort et un peu bizarre. Donc du coup, effectivement, ils ont évité ça. Par contre, sur le commandement, effectivement, ça arrive à tellement de moments où c'est peut-être plus difficile à équilibrer parce qu'il y a des fois des armées, et c'était le cas de celles qu'on a affrontées, comme par exemple les démons, qui divisent la table en zones et qui vous demandent de faire des tests quand vous êtes dans certaines zones. Donc certes, c'est pas censé profiter à l'autre armée, mais bon, je peux comprendre pourquoi ils sont simplifiés la vie sur le commandement où il y a beaucoup d'exceptions. Mais typiquement, première alliance qu'on affronte, Chevalier du Chaos avec le détachement, qui certes qu'on ne rencontre pas régulièrement, c'est-à-dire c'est le détachement qui joue sur le commandement, et une armée de Nurgle, sachant que les démons jouent déjà sur le commandement, et une armée de Nurgle dans laquelle il y a 2 grands immondes. Si vous avez bien suivi, Raphaël, vous avez dit que les doublettes étaient interdites, donc vous doutez bien qu'un doublé de grand immonde, c'est quand même un peu exceptionnel. Ouais. Donc du coup c'était l'organe se réservait le droit d'accepter certaines exceptions, mais du coup moi je regarde la liste et je me dis ça va pas être marrant, potentiellement dès qu'on va faire du coup un test on va le faire avec un malus, et quand on va le perdre on va rater, on va perdre des blessures, on va prendre des blessures mortelles, et du coup c'est ce qu'on a pris, et c'était pas forcément hyper agréable d'affronter en première game particulièrement une liste qui semblait être faite pour jouer sur la seule exception que permettait un tournoi dit fun. Alors après, je sais pas si nos adversaires nous écouteront, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça malin. Mais du coup, je me suis dit, il y a malin et filou, tu vois, en mode genre, parce que typiquement, le premier truc qu'on dit, on récap un peu les règles du tournoi à 4, et ils nous disent, ah oui, sauf le commandement, c'est pour ça qu'on a fait cette liste. Et t'es en mode genre, d'accord, ok, donc on est sur ce genre de glitch, quoi. C'est ça, et où, en fait, quand on a vu l'armée de l'adversaire qui a 2 grands immondes, on a dit, ah mais attends, du coup tu joues Rotigus et un grand immonde, mais je croyais que les personnages nommés n'étaient pas autorisés. Et me dit, ah oui effectivement ils sont pas autorisés, mais c'est normal en fait, c'est 2 grands immondes. Et je dis, mais du coup ça c'est pas autorisé non plus. Il fait, oui mais on a vu ça avec leur gars, c'est validé. Et du coup t'es là genre, ok. Ouais. Donc en fait dès le début vous avez trouvé entre guillemets la faille du moral, et vous avez en plus fait une demande pour avoir 2 sacs à PV immondes. Et ce qui n'arrangeait rien aux choses, c'est que tôt le matin, on voyait tous les gens, parce que ça c'était en l'occurrence 2 joueurs de l'association, si j'ai bien compris. Ouais. Et donc du coup, on voyait tous les gens de l'asso dire, ah vous affrontez les pires, en rigolant quoi. Mais d'un autre côté, je me disais, du coup je me suis dit, oula, si c'est ça l'ambiance du tournoi, ça risque d'être assez long, tu vois, de le côté fun en apparence, mais en fait on a trouvé des glitches, bien évidemment, ça ne s'est pas répété. Spoiler alert, c'est eux qui ont gagné le plus de games, je crois. Enfin, qui ont fait le meilleur score. Oui, non, ils étaient... Ou deuxième, mais ils étaient dans le top 3. Ils étaient dans le top 3 de ceux qui ont marqué le plus de points. Certes, il n'y a pas eu un classement général, mais il y a quand même eu effectivement un petit top 3 à la fin, on en reparlera. C'était d'ailleurs un des trucs positifs. En fait, il y avait pas mal de lots, on avait vu, donc de belles Battle Force, de ce genre de trucs et tout. Et du coup, plutôt que de donner des Battle Force aux gagnants, ils ont divisé le contenu des Battle Force, et du coup, les gagnants de trucs, on va dire, type prix peinture, les premiers au niveau de la poutre, etc., ils avaient le droit de choisir un kit chacun parmi ce loot global. Et après, tous les participants avaient au moins un kit par équipe, ce qui est ok, bien sûr, c'est toujours plus cool d'avoir un kit chacun, mais j'ai trouvé que c'était quand même plutôt sympa de repartir avec un truc, et qui sera sans doute un souvenir une fois que ça sera attaché à l'armée, même si c'est pas ton armée, c'est sympa toujours d'avoir un kit pour de la conversion, pour de la peinture, peu importe. Donc petite parenthèse fermée là sur le côté récompense, etc. Mais c'est vrai que du coup on a eu un plongeon dans le grand bain qui était particulièrement rude, autant en termes d'ambiance et qu'en termes effectivement de juste de liste. On a quand même tenu plutôt bon, on a mal lu notre scénario. Aussi, oui. Enfin, c'est pas qu'on l'a mal lu, mais qu'on a trouvé le glitch du scénario aussi très rapidement. Parce qu'on a des réflexes de jeu égal, justement. Et du coup, on fait des erreurs aussi. Donc, on a stické les objectifs qui, une fois qu'ils étaient dans sous notre contrôle, le twist un petit peu, c'était que l'adversaire pouvait les déplacer. Et bien sûr, s'il les déplaçait dans notre zone de déploiement, ils ne valaient plus de points. Donc, en fait, eux, ils ont stické au premier tour. Nous, on a stické au premier tour. Ils nous ont déplacé nos objectifs au deuxième. On a fait de même. Du coup, on ne jouait pas sur 6 objectifs, mais sur les 2 qui restaient au centre, ce qui à la fois a donné une espèce de côté un peu Royal Rumble qui était pas désagréable. C'était rigolo de voir les grosses unités, Grand Immonde et les Chevaliers du Chaos venir les uns derrière les autres, essayer de capturer
capturer ces objectifs-là. Mais c'est vrai que ça a été gérer le moral sur les derniers tours, c'était quand même particulièrement dévastateur quand on faisait des battle shock un peu dans tous les sens et qu'on prenait une mortelle par-ci, 3 mortelles par-là. On va pas forcément détailler toutes nos games, mais je pense que c'est un truc qui effectivement nous a dit ah merde, est-ce qu'on va vraiment prendre du fun? Après, deuxième partie, on a affronté un autre joueur, GI, qui du coup est le frère de Chocobon, et qui, j'ai perdu son prénom, c'était Guillaume, je crois. Je crois, ouais. Et qui avait du coup 2 détachements gardes différents, justement pour pas profiter des mêmes trucs, et qui a joué d'une main de maître, hein. On sentait le gars qui était expert de la garde impériale, etc. On a gagné, parce que là c'était un scénario un peu comme ceux où vous déplacez des bombes avec des petits tokens, mais vous savez pas quel objectif est vraiment une bombe, ou lequel n'en est pas vraiment, et vous devez les emmener de votre zone de déploiement à un bout de la carte. Là en fait on avait le twist là-dessus qu'on avait, c'est qu'on mettait une valeur de points, donc on pouvait mettre jusqu'à 75 points sur le même objectif, ou 25, 25, 25 puisqu'on avait 3 objectifs, ou même voilà, n'importe quel, vous pouviez diviser en 3 comme vous vouliez. Et lui il a fait une petite erreur parce que du coup il a poussé beaucoup les objectifs en pensant qu'il fallait les emmener dans notre zone de déploiement. En réalité il fallait juste les emmener à la moitié de la table, et nous on avait joué complètement safe 25 25 25, et c'est comme ça qu'on a fait notre seule victoire de la game, en étant très safe, et aussi en jouant contre une armée que tous les deux on connaît bien, moi pour la jouer et toi pour l'affronter, donc je pense qu'on était aussi un petit peu avantagé sur ce match-up quelque part. Bah disons qu'on connaissait les menaces prioritaires à éliminer, etc. Donc, mais par contre à l'inverse de la liste précédente, on avait un adversaire qui jouait le détachement Bridgehead Strike avec full Valkyrie, donc on avait vraiment le truc en mode la chute du faucon noir, ça fait du sion partout, ça transporte des gus, et le tour 3 ou tour 2 on a vraiment serré les fesses quand il a débarqué, tour 3, parce que on a perdu je pense 3 ou 4 unités sur un tour quoi. C'était vraiment redoutable. Maintenant le clapback comme on appelle ça dans des termes compétitifs, c'est-à-dire le retour de flamme, bon bah une fois que t'es avec des sions au milieu de la pampa, s'il reste encore quelques unités, globalement tu meurs assez vite, et c'est ce qui s'est passé. Donc le pauvre il a pas trop eu de chance là-dessus, Guillaume, mais il a vraiment bien joué, enfin, dans sa connaissance de l'armée, dans l'application des feux au bon endroit et tout, il a été... Enfin moi j'ai trouvé que c'était une game qui était hyper appréciable. Tout comme notre première game du dimanche matin. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Raph ? Alors là on a affronté une alliance de Space Marine, Deathwatch et Black Templars. Voilà, Deathwatch et Black Templars, ça a été... le scénario était beaucoup plus classique là pour le coup dans le scoring. Chocobon m'a expliqué en DM que c'est une variante d'un scénario White Dwarf qu'il a juste adapté. Donc c'était peut-être un peu plus classique. Pour le coup, le deuxième scénario je l'avais trouvé fun, et celui-là il était assez fun aussi parce que on avait cette fameuse zone d'ombre. Ouais. C'est ça, en fait, la table était divisée en 3 zones, et au début de chaque round, avant que les deux camps, on va dire, fassent quoi que ce soit, il fallait jeter un D6 pour déterminer quelle zone du champ de bataille était dans l'ombre, et si vous étiez dans l'ombre, en fait, vous ne pouviez, entre guillemets, ne rien voir à plus de 12 pouces. Donc, en fait, vous ne pouviez pas tirer, pas charger, etc., machin, si c'était à plus de 12 pouces de vos unités. Ce qui, du coup, faisait une espèce de brouillard de guerre. Un peu à l'ancienne règle de combat nocturne, pour ceux qui ont connu. Et on pouvait pas bien sûr traverser la zone d'ombre, par exemple s'il était au milieu, on pouvait pas tirer du bout d'un bord à l'autre de la table. Donc en fait si vous aviez des unités dans la zone d'ombre, globalement elles ne pouvaient voir et tirer que ce qui était apporté dans la zone d'ombre. Mais du coup c'était aléatoire, donc dans votre déploiement ou quoi, il fallait aussi prendre en compte, c'était intéressant, du coup il fallait en fait se déployer de manière un peu uniforme pour que chacun des tiers du champ de bataille puisse agir, et que si vous vous retrouviez bloqué sur une des trois zones, bah vous ayez quand même encore des unités qui puissent faire des trucs dans les 2 autres zones. Et là où ça a été assez clivant pour la bataille, c'est que 2 rounds consécutifs, la zone d'ombre a été au milieu, ce qui fait qu'on avait beaucoup d'unités de nos adversaires comme nous au milieu du champ de bataille. Donc en fait, pendant 2 rounds, au milieu, il y a eu que du close ou des tirs à courte portée, mais pas du tout en fait de tirs longue portée, etc. Donc les adversaires, le joueur Black Templar avait un répulsor exécutionneur et un gladiator lancer, et les deux, le répulsor a été pile au milieu du champ de bataille, donc pendant 2 tours il a pu tirer que ce qu'il avait en face de lui, c'est-à-dire
tes chars gardes impériaux. Et comme toi d'ailleurs, tu avais ton Rogaldorn au milieu du... Ça a un peu annulé le côté dévastateur des chars où moi j'avais pas envie d'avoir le premier tour et bien sûr on l'a eu. On l'a eu quasiment sur toutes nos games. On l'a eu sur les 4 games. Ouais. mais du coup ouais c'était vraiment rude. Et du coup mais c'était sympa parce que ça a un peu nuancé le truc. Au final c'est une partie qui même si on a pas mal souffert quand même parce que Black Templar, ça déconne pas. Black Templar, c'est moi, je les avais jamais effrontés, mais j'étais vraiment surpris de ça. Deathwatch est quand même bien flexible aussi, mais c'est dans un autre style, peut-être moins bourrin, quoi. Ouais, puis tu peux aligner moins de choses parce que pour le coup, ça coûte assez cher. À 1000 points, il n'y a pas non plus grand-chose, quoi. Ouais, peut-être. Et mais j'avoue que du coup ça nous a bien fait des petits nœuds à la tête cette ombre là, mais la partie elle était au final même si on a vraiment souffert, je trouvais qu'elle était super intéressante. Déjà nos deux adversaires ils étaient géniaux, ils étaient vraiment très très sympas. Voilà, quand par exemple toi tu résolvais un truc avec l'un d'eux, moi je discutais modéliste, enfin il y a un peu plus d'interaction en dehors, on n'était pas que dans la compète. Pourtant on était pressé sur cette game parce qu'elle était timée. Ouais, et au final on a fait que 4 tours sur les 5. Ouais, bon c'était pas la peine de faire le 5e. Ouais. Mais du coup on a fait nos 4 tours complets. Et ce qui est rigolo c'est que du coup on était un peu sur une égalité au niveau des objectifs. Enfin, on avait réussi à remonter. Ils avaient de l'avance sur les objectifs, mais on avait de l'avance sur l'attrition. Et l'attrition valait aussi des points. Sauf que à un moment je leur ai rappelé oubliez pas, l'attrition vaut des points. Très fair play que je suis. Et ils se sont dit mais du coup faut qu'on détruise des trucs. Et du coup je savais qu'on avait pas mal d'avance. Et j'étais un peu en mode bon, à part s'ils détruisent le Rogaldorn, ça va, on a de l'avance. Et bien sûr, ils ont détruit ce foutu Rogaldorn avec un missile tracker ou un coup de lancer bien placé. Je pensais qu'il allait tanker, mais voilà, il n'a pas tanké le pauvre. Et donc du coup, au final, à un Rogaldorn près, c'était une égalité parce que ils étaient en avance sur l'objectif, mais on était en avance sur l'attrition. Donc c'était assez rigolo. Le Rogaldorn avait quand même wipé 5 Terminators de la Deathwatch, puis un énorme pack de Templiers avec aussi de croisés Black Templar. Ouais, de croisés Black Templar. Donc avec doyen, etc. Mais bon, on a eu un champion de l'empereur aussi qui a fait un duel avec un Lehman Russe pendant 3 tours. C'était très long. Alors qu'il lui restait un PV. Ouais, c'était vraiment très très long. Mais voilà, il y a eu des grands moments en fait sur cette game, c'est ça qui a été plaisant, des mecs qui sont restés avec un PV, des attaques de chars un peu foireuses, des charges qui normalement dans aucun monde n'auraient dû rater, qui ont raté, certaines qui ont réussi alors qu'elles étaient très longues. Donc vraiment c'était une game avec des putains de souvenirs, et je crois que la lecture du scénario qui restait je pense fun du coup dans cet esprit un peu fun, mais qui était quand même plus simple à lire peut-être parce que ça avait été testé par des gens chez Games Workshop et que du coup c'était juste les organisateurs qui avaient ajouté leur petite patte dessus, donc ça fonctionnait très bien j'ai trouvé. Et on a terminé sur notre dernière game qui là pour le coup alors là c'était compliqué parce que dernière game, donc toujours compliqué. Et scénario immense. Bon, déjà quand tu dois lire recto verso les pages pour comprendre le scénario, je pense qu'il faut pas faire ça. Genre, Games Workshop ne le fait pas pour une bonne raison. Et on a affronté une alliance garde impériale qui était plus ou moins quasiment malice, c'est-à-dire aussi full char quasiment. Avec juste un peloton d'infanterie et des Bullgreen à la place d'un char que toi tu avais. Et une liste taux croûte dans laquelle il y avait une Storm Surge, donc une espèce d'énorme exo-armure qui a la capacité, nous l'avons découvert avec effroi, de vraiment torpiller, turbo annuler un tank par tour. Il te voit, c'est terminé en fait. C'est ça. Ça sert à rien de mettre les fumigènes parce que voilà, les taux ont le ciblage, etc. Donc on s'est pris un tour 1 d'une violence extrême, et le twist c'était d'inverser les phases entre elles. Donc potentiellement on faisait la phase de mouvement après la phase de tir, ce genre de choses. La phase de commandement à la fin de toutes les autres phases. Ce qui a aussi pas mal ralenti la game, même si l'idée je pense est bonne spontanément. J'avoue que c'était quand même un gros casse-tête, et ça nous a à peu près jamais avantagé, là où de leur côté ça n'a rien changé. Ça n'a pas changé grand chose parce qu'ils étaient plutôt bien installés et ils s'étaient peut-être mieux déployés que nous, un peu plus en château, là où nous on avait essayé d'aller un peu swarmer la map. Nous on s'est dit on va aller récupérer les objectifs, mais en fait vu qu'on n'avait pas capitalisé sur le fait que dès le tour 1 on allait perdre énormément. La phase de tir et la phase de mouvement ont été inversées, c'est-à-dire que vous commenciez par le tir après la phase de commandement. Déjà que de base en tour 1 quand c'est toi qui commences,
tout le monde est tu planqué. vois pas grand voilà. chose. Alors Donc, si autant en plus vous tu dire, peux pas bouger, tu vois vraiment rien. Voilà, donc autant vous dire qu'à partir de là, on s'est regardé tous les deux, on s'est dit bon, Ça va être compliqué. ça va être compliqué. Et ensuite, je me suis rappelé que je jouais donc mes Howling Griffon en détachement Force d'Ultramar, Blade of Ultramar, donc avec les doctrines. Donc quand vous avez toute votre règle de détachement qui se base sur la phase de commandement avant les autres phases, Ouais. et qu'en fait cette phase elle est inversée, elle se retrouve après les autres phases, autant vous dire que votre doctrine elle ne sert à rien de toute la game. Yes. Bah Donc, moi ça aurait été pareil si j'avais pas perdu mon Rogaldorn, mes Oui, tes ordres n'auraient servi à rien. Alors à la rigueur c'est jusqu'à la fin de ta Oui. future phase de commandement, donc tu les aurais juste donnés en décalé. Mais ouais, globalement on s'est un peu pris les pieds dans le tapis, on était aussi fatigués. Nos adversaires visiblement étaient plus fatigués que nous, mais je sais pas si là c'est la question de la liste, parce que du coup c'était la Storm Surge et globalement du Croûte en veux-tu en voilà, du Des carnivore, gros du packs chien, de croûte. Ouais. les Croutox qui tirent, les Croutox qui close. Et d'ailleurs, moi j'en profite pour parce que je pense qu'on a été assez salé, assez fatigué en tout cas sur cette game, Ouais. parce que vraiment les 2 premiers tours étaient ultra pénibles et on s'est tout pris dans la gueule. Et il y a eu ce moment quand même épique dont il faut parler, Raphaël, Incroyable. de tes Terminators qui ont utilisé leur balise de téléportation façon cinématique de la V10 C'est ça. et qui ont tanké cet assaut de croûte. Ils se sont fait charger par les cavaliers croûtes de corps à corps. Notre adversaire nous a dit attention, ils font de la mortelle à l'impact, ça tabasse pas mal. Il a pas eu de chat sur sa Il a pas eu de chat sur sa mortelle, mais par contre, il y avait quand même effectivement quelques touches. 9 gros cavaliers croûtes Ouais. qui 6. 6. Ouais. Mais c'est des gros socles, Ouais, c'est ouais, pour ça. c'est impressionnant quand Voilà, même. 6 gros cavaliers croûtes qui me sont arrivés dans la face. Je me suis dit effectivement, mon pack de 5 Terminator, il va sauter. C'est ciao. Eh bien, Il a tenu. il a tenu, je n'ai perdu que 2 PV sur un membre et j'ai riposté. Et là, Non. je vous ai balayé le pack Ouais. en une phase de cac parce que je les avais désignés serment de l'instant. Du coup, j'ai pu relancer tout et avoir. Ouais, et enfin, t'avais fait l'Overwatch avant, donc du coup, parce que je crois qu'il me semblait qu'il fallait faire genre un truc genre. On avait fait 2 ou 3 PV sur un mec en Overwatch, Oui. et du coup, fallait faire genre 22 PV. On s'est dit jamais tu vas sortir 22 PV, mais en fait, vu que c'était le serment de il fallait l'instant, faire 20, il restait 20 PV de Ouais. croûte à tuer. et on l'a fait. Enfin, Et tu je l'as l'ai fait. Je l'ai fait parce que du coup, les gantelets à PA-2 dégâts 2, Ça pardonne pas. quand ils Quand ça réussissent passe. tous, en fait. Et on a découvert du coup la façon clé de jouer les Terminators, C'est c'est ça. de le faire affronter que le serment de Que l'instant. le serment d'instant. Ce qui est toujours un peu chiant, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt bien, et c'était pour moi le moment cinématique du week-end. Bon, après il y a le Rogaldorn qui a fait aussi des dingueries en wipant des packs un peu tout le long du week-end, mais c'est quand même un peu plus récurrent. Là vraiment les Terminators, on ne pensait pas qu'ils allaient survivre, on pensait que t'allais en enlever peut-être même la moitié en impact de mortel, quoi. Ouais. Et en fait au final ça a vraiment tanké de fou, quoi. Et c'était cool, ça nous a un peu remis dans la game, on a un peu dédramatisé. Enfin moi je sais que j'ai regagné un peu de comment dirais-je, de la combativité à ce moment-là, en me disant allez, il y a encore moyen justement de prendre du fun, de s'amuser, de trouver des trucs à faire, de tester des stratégies, etc. Mais globalement bon voilà, moi j'ai perdu un tank voire 2 par phase, enfin par tour, c'était quand même pas très très agréable. Et on composait avec un scénario qui était hyper alambiqué, pour le dire rapidement. Donc effectivement c'était vraiment pas toujours très fun, même si bah du coup ce côté désespéré, j'ai l'impression que du coup ça m'a un peu obligé à lâcher un peu la bride et allez ok vas-y on tente des trucs, tu vois. Ouais. Et on a tenté des trucs, au final on s'est quand même fait bien explosax, c'était aussi une très grosse défaite en termes de scoring, je crois. Ouais, là on a. Et d'attrition, parce qu'on s'est fait table rasée, j'allais tour dire, 4 on hein. était tour 4, tous les deux table rasée. Ouais, donc c'était- ça c'était réglé. ça c'était réglé. Pas de tour 5 nécessaire, c'était juste une énorme sèche. Voilà. Donc finir le week-end là-dessus, je vous avoue que ça n'a pas non plus aidé à relativiser sur le trajet du retour. Bah, c'est pour ça qu'on a commencé à parler de fun, etc., notamment avec les gens sur place, avec les organisateurs, aussi avec nous, enfin, juste tout simplement, comme tu disais, nous deux, à bord du Lane Rider. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on voulait laisser un petit peu de temps, voir un petit peu ce qu'on retenait du tournoi, et voir si on pouvait aller plus loin. Et justement, c'est ce qu'on va faire, parce que, du coup, je voulais finalement te demander, Raph, avec cette expérience-là, d'un tournoi qui se veut fun, où on a vu qu'on pouvait avoir des scénarios qui se veulent fun, mais sont très vite alambiqués, donc en fait deviennent pas fun. Ouais. On peut avoir des listes qui cassent le fun des autres adversaires, même si elles sont foutues pour être fun, tu vois, en soi c'est malin de jouer par exemple sur un double truc de commandement.
Mais du coup, après ce week-end-là, après tout ce qu'on a pu voir, on s'est dit, en fait, est-ce que le fun, ça existe encore? Et je me souviens effectivement de discuter avec des gens qui disaient, bah ouais, en fait, le fun en tournoi, même casu, c'est compliqué Ça à trouver. existe plus, Est-ce ouais. que c'est une notion qui existe? Est-ce qu'elle a existé seulement un jour? Mais du coup, avant de rentrer un petit peu dans ces détails-là, moi j'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi le fun en fait à 40 000 quoi? Bah, en À fait, 40 000 ou dans n'importe quel wargame d'ailleurs. oui, c'est vrai. Mais en fait, le fun pour moi, c'est d'avoir vraiment le combo de tous les aspects du hobby. C'est-à-dire modélisme. Modélisme, peinture et jeu combinés. Et surtout, prendre du plaisir en jouant. Mhm. C'est-à-dire ne pas être sur des parties à sens unique. Ouais. Ne pas affronter des armées à sens unique. Et comme tu le disais, avoir des actions un petit peu cinématiques, un petit peu retournement de situation pour Drôle quoi, presque. ouais, drôle, mais pas. Enfin, drôle en mode. Pour les deux camps. En fait, il y a un truc qui a pris le pas aujourd'hui dans Warhammer 40 000, qui moi m'agace un petit peu et qui va à l'encontre de ma vision du fun, c'est la notion de trade. Donc d'échange en français, et que vous entendez partout sur French Wargame Studio et tous les gens Le qui côté font... échec, c'est mieux de prendre un cheval avec un pion que C'est l'inverse. ça. Le côté de vous avez une unité qui coûte 150 points, et ben si vous arrivez à tuer avec une unité qui coûte 200 points, vous avez réussi votre trade parce que mathématiquement vous êtes gagnant dans l'équation. Notion que je trouve absolument horrible, et j'ai trouvé que dans ce tournoi, malgré que ça se voulait fun, bah en fait cette notion de trade, on l'a retrouvée tout au long des parties du tournoi en fait. Et même moi je me suis surpris malgré moi plusieurs fois à me dire c'est chiant parce que pour nettoyer telle unité en face j'ai dû mettre ce truc là, donc en fait je suis perdant en termes de points machin, alors que c'est horrible comme raisonnement tu vois. Mais malgré moi j'ai intégré ce truc là de me dire il faut absolument que ma partie elle soit équilibrée. On en avait parlé dans notre podcast sur l'équilibrage d'ailleurs. Et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi le fun c'est peut-être réussir à sortir de cette notion de trade et juste de lancer des dés, mais après parce que c'est fun. parce que c'est fun. Et en fait bon, ça c'est aussi un biais de la fin de version de V10 qu'on est actuellement en train de vivre, c'est que la létalité elle a explosé par rapport au début de la version en 3 ans. Vous l'avez remarqué si vous jouez régulièrement et si vous avez joué beaucoup dans ces 3 années. Et j'ai envie de te dire, on l'a même remarqué dans des configurations relativement similaires, Watergun, Ruralhammer, à 1 an d'écart. À 1 an d'écart, ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais, clairement. Et ton armée Space Marine notamment, par exemple. Oui, clairement. Et en fait, la létalité à outrance n'aide pas non plus au fun et à aller contre ce trade-là, parce qu'en fait, si vous posez une unité sur la table que vous avez kiffé convertir, peindre, et que vous êtes en mode yes, j'ai un événement fun, je vais pouvoir sortir cette unité qui n'est pas méta, même si on s'en fout de la méta, mais je veux dire que des gens ne considèrent pas méta, mais que moi je kiffe, je vais la jouer parce que c'est un tournoi fun. Bon bah en fait elle touche la table, elle se fait littéralement balayer au premier tour, vous avez même pas pu lancer des dés avec. Bah ça va à l'encontre du fun pour moi en fait, parce que le fun c'est pouvoir se dire ok, j'aimerais pouvoir, quoi qu'il arrive, j'aimerais pouvoir au moins faire un jet de dés avec chacune de mes unités avant quoi que ce soit en fait. Et le truc c'est que l'over-létalité là qu'on est en train de vivre sur la fin de la version, ça n'aide pas du tout ça quoi. Vraiment, Bah, c'est super intéressant, je pensais pas qu'on partirait dans ces directions là, mais ça complétera bien l'épisode auquel on vous renvoie si vous ne l'avez pas écouté, mais effectivement sur l'équilibrage, globalement je pense que ces 2 épisodes vont fonctionner de pair puisque c'est un peu vraiment les deux opposés du spectre. Mais je te rejoins, en fait pour moi, et je vais même compléter avec un autre podcast, parce que pour moi c'est pas si différent du wargame narratif, le wargame fun. C'est-à-dire qu'en fait le wargame fun c'est justement un wargame qui se fait un peu moins avec des logiques de trade, un peu moins avec des logiques d'équilibrage, et un peu plus avec j'aime bien les ratlings et un canon d'artillerie, et puis j'ai envie de jouer un peu de chevaux et puis un petit Lehman russe, et puis cette unité là on la voit pas beaucoup, j'ai envie de la sortir, j'ai envie de vivre du coup des grands moments sur table. Des grands moments, ça peut être des grands moments de fail comme des grands moments de réussite, ça peut être des charges ratées, des charges effectivement qui fonctionnent alors qu'elles partent de très loin, ça peut être moi par exemple typiquement il y a un truc qui était hyper fun mais hyper frustrant, mais c'est pour ça que la notion elle est un peu floue. Mais typiquement, il y a un moment, j'ai failli dézinguer ce foutu champion de l'empereur avec un missile tracker qui, du coup, a fait un 1 pour la blessure. Je me la relance avec une relance de commandement, je refais un 1 sur la blessure, alors que c'était le moment où j'allais enfin réussir à tuer un champion de l'empereur avec un missile tracker, ce qui n'a aucun sens, mais ce qui est drôle. Et au final,
j'ai lancé ton dé, le dé que tu m'avais passé, je l'ai lancé en dehors de la game, en mode putain mais j'en peux plus. Mais du coup ils étaient morts de rire parce qu'ils étaient en mode mais à quel moment ça arrive, tu vois, genre t'es à bout portant sur le gars, t'arrives pas à le blesser, le champion de l'empereur a fait un plat avec l'épée sur la Il a coupé le missile en deux. Voilà c'est ça. Mais du coup ce genre de moment, voilà, ce genre de moment ça rentre aussi dans le fun. Le fun c'est pas juste ah j'ai envie de gagner, mais effectivement le fun c'est pas réfléchir à des trucs en fait de trade, des logiques qui sont purement parce que j'avais envie de dire gameplay, mais c'est même pas ça, parce que je pense à des jeux qui sont pas compétitifs et tu joues au gameplay et c'est juste le plaisir de, je sais pas, faire pousser des plantes, tirer sur des gus, mais il n'y a pas forcément ah j'ai tué le gus avec seulement 3 balles, je suis un dieu. C'est juste en mode bah non, le plaisir c'est juste manette en main, tu dézingues des trucs. Et c'est vrai que là parfois bah en fait j'avais du mal, même dans le contexte d'un truc fun, à prendre du fun, parce que j'étais en mode non mais très clairement mon adversaire joue comme maintenant on joue tous, parce qu'on va s'inclure un petit peu dans tout ça, mais on est en train de calculer, on est en train de regarder nos objectifs, et parfois on fait même des trucs qui n'ont plus aucun sens, parce que typiquement, comme tu disais, cette logique de trade, elle a tellement contaminé le truc que des fois elle va un peu à l'encontre du fun, parce que tu te dis ah je vais tirer sur ça avec une unité, je sais pas, tu vas tirer sur un char avec les 4 bolters qui te restent, oui. Ce que tu ferais jamais dans un autre wargame, mais du coup ce qui est possible par le jeu, donc du coup t'optimises chacune de tes décisions, chacun de tes jets de dés, et il y a un truc qui s'est un peu perdu en route, parce que le modèle de la V10 étant très simplifié, pas comme il voulait dire simple mais pas simpliste, certes, ok, mais du coup en fait ça permet une abstraction totale, et bizarrement on peut l'utiliser pour inventer de nouvelles règles, corriger certains trucs, faire du narratif, et j'ai l'impression qu'en fait au final on s'est tous un peu enfoncés, on a un peu nivelé par le bas en mode oui bah c'est abstraction totale, on pourrait jouer avec des pions, donc pourquoi pas. Et finalement le côté fun, par exemple des règles fun ou des règles ou des unités fun que tu ne sortirais que par exemple pour ce genre de tournoi, ou des notions d'aléatoire plus présentes par exemple, parce qu'en fait tout ce qui est aléatoire ça a été complètement mis à la trappe, soit ça existe plus, soit les rares unités qui en ont encore un petit peu, vous les verrez jamais sur les tables, même dans un événement qui se veut fun, où justement tu pourrais te dire ah ben tu vois, moi je m'attendais à ce qu'il y ait des mecs qui jouent je sais pas orc mais genre full Gretchen parce que c'est fun, tu vois, mais non, il y avait pas un mec qui jouait beaucoup de Gretchen justement. Oui, il jouait des Gretchen, mais il jouait quand même des orcs avec, tu vois, il avait quelques tanks grottes. Oui. Mais il jouait quand même... mais globalement, on va pas se mentir, on voyait des listes comme on en voit ailleurs aussi. Et comme tu dis, de toute façon, dans le système de jeu, il n'y a plus ce genre de règles. Pour s'en rendre compte, il faut jouer à d'autres jeux. J'avais fait une initiation Trench Crusade à mon frère le week-end dernier, et je me suis rendu compte du nombre de trucs qui étaient un peu bizarres, maintenant que j'ai beaucoup joué à Warhammer 40 000, mais qui m'ont manqué, du style, tu peux tirer dans les corps à corps, mais en fait, sur 1 à 3, tu tires sur ton unité, et sur 4 à 6 tu tires sur l'unité que tu visais vraiment. Bah c'est con, mais la dernière fois j'ai cramé avec un lance-flamme le gars qui était au corps à corps, et du coup en tirant une deuxième fois avec le lance-flamme, bah, j'ai refait, enfin du coup j'ai cramé tout le monde quoi. Et je me suis dit bah tiens, c'est un moment où mon frère et moi justement typiquement on a déconné, on a commencé à imaginer bah ouais le gars c'est un lance-flamme, il tire dans un corps à corps, bien évidemment tout le monde est mort quoi, tu vois, genre, t'as des trucs, si tu te fais shooter en haut d'un bâtiment tu peux tomber, enfin en fait, c'est plein de règles comme ça. Il n'y en a pas eu non plus des milliers à Warhammer 40 000. L'exemple qu'on donne tout le temps, c'est le truc, tu sais, le truc V2 où tu peux mettre, ou V3, tu peux faire passer tes Gretchen dans les mines pour que ils explosent les champs de mines, et ce genre de truc, tu vois. Mais c'est vrai que tout ce genre de choses, c'était en mode ah mais ça n'arrive jamais parce que t'as pas le terrain ou t'affrontes pas, je sais pas, quand t'es Wordbearer, t'as un bonus contre les ultramarines, mais ça n'arrive jamais, donc en fait on va l'enlever. Bah en fait c'est con, ça n'arrivait jamais, mais j'imagine que quand ça arrivait, ça ramenait justement ce petit fun qui est pas justement, enfin tu vois, qui est souvent basé sur des trucs de lore ou des trucs juste rigolos à imaginer. Donc de ce point de vue là c'est quand même déjà une forme de jeu narratif, parce qu'on se raconte une mini-histoire, une scénette quoi. Bah, les Crimson Fist qui avaient haine des orques dans leur règle spéciale. Ouais. Et c'était trop bien. Oui, c'était très limité, tu vois, mais c'était en mode genre bah le jour où ça arrive, c'est. Et typiquement après quand tu viens sur ce genre de tournoi là, des gens comme là ils nous faisaient les match-up maison, j'imagine si ça existait encore, bien évidemment qu'un Chocombon aurait dit le joueur Crimson Fist on va le mettre en face d'un orc, tu vois, on fait un rematch du Rings World et voilà, let's go. Et c'est vrai que on sent qu'en fait on n'a plus un système qui soutient ça, et du coup c'est pas du tout à la décharge pour le coup, encore une fois, du Watergun, parce qu'ils y sont pour rien, le système de jeu, mais c'est vrai que du coup pour moi le Wargame Fun c'est un truc qui effectivement qui se fait, je prends mes unités, et c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on confond maintenant le fun avec un côté rapide, tu vois. Regarde, on se prend plus la tête avec nos listes, donc c'est fun.
Bah, en fait, ouais, non, parce que du coup, tous les points sont équilibrés, on a du mal à rentrer certaines unités. Ok, on paye pas notre Wargear, mais du coup, c'est pas vraiment fun aussi, tu vois, d'avoir tout le temps les mêmes équipements, alors Bah que tu oui, pourrais oui. te dire, tiens, pour une fois, je sors les lance-flammes ou je sors les lance-greux, j'en sais rien. Enfin, il y a un côté, en fait, on est un peu lissé par le bas et on est dans un jeu qui est de la statistique, en fait, pure. Complètement. Et je crois que c'est ça qui fait que ça nous a privé de fun. Ajoutez à ça la frustration, parce que on va pas se mentir, même si on n'est pas d'énormes rageux, quand vous êtes en train de prendre un énorme de cul et que au T3, fin du T3, il vous reste une unité chacun, parce que je crois que c'était même, moi c'était une figue, mais c'était un tank, et toi je crois que c'était 2 Terminators ou un truc Non, comme il ça. me restait un intercesseur isolé et mon capitaine Ouais, c'est isolé. ça, donc il te restait 2 figues. En fait, t'es en mode, ouah, c'est chaud. Enfin, tu vois, si tu prends pas de fun et que tu termines sur un résultat comme ça, c'est quand même la double peine. Ouais. Et du coup, je trouve que ça, c'est un truc qui m'a marqué sur le tournoi, c'est de me dire, il y a vraiment un moment, enfin plusieurs fois même dans le week-end, où je me suis dit, en fait, pourquoi jouer à ce jeu? Tu vois, genre vraiment, est-ce que... Alors c'est sûr, le challenge stratégique, discuter avec toi, les trucs qui ont bien marché, qu'on a essayé de mettre en place, toujours très très cool, mais on a perdu ce plaisir, j'avais envie de dire presque un peu enfantin, de genre, jette des dés, oh mon gabarit, il est parti n'importe comment, oh merde, il va dans mon pack de Cadien, Oui, enfin tu vois, ou des te trucs dire, comme ça, quoi. vas-y, je vais FEP, je lance mon dé de dispersion. Exactement. Et ah mince, je FEP pas au bon endroit, tu vois. Et Trucs qui visiblement ils ont remis maintenant dans les trucs de Crusade Oui. ou des trucs comme ça, mais... Et pourtant, tu vois, il y a des petits trucs, tu vois. Typiquement, tu parlais des Terminators tout à l'heure, bah, la balise de téléportation, c'est censé être un truc dissuasif. Comment la manière dont la règle est écrite et tout, Ouais. mais par contre c'est très fun. Je veux dire, moi en tant que joueur Space Marine, je prends beaucoup de fun Tu la poses, quand je la pose et ouais. je me dis, tu sais, en fait, moi il y a aussi ce truc, c'est que les 4 parties où j'ai posé ma balise, bah, j'ai bien vu en fait la réaction des adversaires quand il s'agissait de des mecs qui étaient en mode attends, il la pose où? Ah merde, il me la pose là, je vais me faire. Et les adversaires qui étaient en mode ah ouais, trop bien la balise, du coup ils vont débarquer, ils vont sortir et tout. Et moi j'étais vraiment dans ce truc, je m'en fous d'où je la pose à la limite, tu vois, je suis pas en mode alors je vais Non, la c'est poser ce petit derrière effet les. justement fun que t'as en plus avec cette unité C'est et ça. que tu n'as qu'avec cette unité. Et je crois que c'est ça qui nous manque. C'est ça. Et où en fait il y a ce truc où t'allies à la fois le côté cinématique du narratif de ouais, t'as les thermiques qui arrivent sur la balise, ils se déploient tout autour, c'est stylé et tout. Et t'as le côté fun de c'est un peu gamble parce que en fait l'adversaire l'adversaire, des il fois peut- il peut oublier que la balise elle est là et hop regarde Ouais. ils arrivent, tu vois, et Où il peut tout à fait se où rapprocher il peut, voilà, pour où il t'empêcher peut, d'utiliser. et il peut t'empêcher, et du coup tu utilises tes Terminators de manière très conventionnelle, frappe en profondeur, et t'en parles plus, tu vois. Mais tu vois, ouais, je repense à Trench Crusade, il y a un marteau qui est comme le marteau des orques, là, t'as la roquette au bout. Ouais. Et en fait, quand tu tapes avec ça, ça fait hyper mal. Mais du coup, le mec qui tape avec ça, ou la nana qui tape avec ça, va avoir un retour d'explosion. Donc tu te prends des PV et tu recules quand tu tapes. Yes. Tu vois, c'est ce genre de truc où tu te dis, putain, c'est marrant. Ouais. Tu vois, genre, tu te fais torpiller ta figue parce que bien évidemment, tu prends un coup de roquette dans la gueule, donc tu vas pas te relever. Mais du coup, la figue ennemie prend aussi des PV et elle est décalée et potentiellement, elle choisit pas de où elle va te décaler, donc ça va offrir une ligne de vue, etc. Et c'est des petits moments comme ça qui nous manquent. Et on voit du coup à quel point, enfin moi je trouve, on va rebondir peut-être un peu si tu veux, j'ai envie de taxer vers les scénarios spécifiquement, Oui. mais c'est-à-dire que même avec des scénarios fun, on voit qu'on est maintenant sur un système qui étouffe un peu peut-être potentiellement le fun. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que, alors déjà, il y a fun et jouable. Je pense que ça, on l'a Oui. vu. Quand il y a trop de règles, les joueurs les comprennent pas, ils font nimp. Du coup, en fait, ça devient juste une game normale et on retombe dans cette logique de trade. Alors que par exemple, notre troisième game ou la deuxième game avec l'idée des paris, Ouais. c'était hyper fun, Oui, tu ça vois. c'était très fun. Et en plus, il fallait déplacer des objectifs avec des unités. Donc c'était rigolo, tu vois. Il y avait vraiment un côté, tu peux pas camper, t'es obligé de bouger. L'adversaire est aussi lui-même Ouais, obligé il y a de du bouger. mouvement, etc., Donc ouais. c'était vraiment rien que ça. Même la manœuvre, en fait, d'une certaine manière, dans d'autres jeux, quand tu la retrouves, c'est fun. Ouais. Placer tes unités, etc. Pas juste dire, bon, bah, au cas où j'ai pas le T1, je me mets derrière la ruine. Et bon, sinon, je prie pour avoir le T1 parce que j'ai pas assez de ruines. Et c'est toujours ultra binaire, en fait. Et du coup, j'ai l'impression que les scénars, spécifiquement, mais peut-être tu peux embrayer sur tout le reste de l'édition, j'en sais rien, mais j'ai un peu l'impression qu'on a perdu cette notion de fun, tu vois. Ouais. Je suis assez d'accord avec On toi. l'étouffe, en fait. Et en fait, moi, il y a un truc, en y repensant, tu vois, depuis que le temps est passé,
dans la façon dont on a traité les décors, et donc globalement les gens ont traité les décors pendant tout le week-end, c'était en mode, alors tout ça c'est occultant, voilà, tu vois, rien que ça. Voilà, et en fait, moi, en repensant au scénario, justement, je me suis dit, il aurait presque fallu, si on avait vraiment voulu assumer le fun, il aurait presque fallu que l'orga, dans les scénars, dise tous les décors sur la table sont, je sais pas, des barricades, ou des forêts, ou des ruines, j'en sais rien, tu vois, là, je dis n'importe quoi. Avec la table, tu prends une photo et tu dis ça c'est ça, c'est ça, et parce que là c'était à la discrétion des joueurs, et on voit bien, encore une fois, nivellement par le bas, on va pas s'emmerder avec 4 règles de couvert, tout est une ruine, et même quand il y avait des fenêtres, il y a des gens qui nous ont dit, ah bah non, parce qu'en WTC, les fenêtres elles sont que au premier étage, donc si on est au rez-de-chaussée, vous nous voyez pas. C'est ça. Et on s'est dit, mais c'était chiant. Ouais, c'était très chiant. Tu vois l'adversaire, t'as envie de lui tirer dessus, tu peux pas parce que c'est dans les règles. Voilà. Et après, on était d'accord avec eux. Donc voilà. Mais il y a eu aussi un autre truc où, pour le coup, là, j'ai pas été très un gentleman sur la dernière game, où arrivé devant un cratère, enfin, au début, le gars dit un cratère, il dit, c'est une forêt. C'est comme une forêt. Et j'étais en mode, ouais, ok, ça doute, parce que dans ma tête, pour moi, c'était le même effet. Mais du coup, je suis derrière un cratère, pas dedans, et je lui dis, ok, bah, je tire sur ton unité. Il me fait, bah non, on a dit que c'était une forêt. Et je lui dis, ah ok, mais désolé, bah, j'avais oublié qu'effectivement les forêts tu peux pas tirer à travers, mais je lui dis par contre moi je pensais que c'était le côté quand t'es dedans t'as -1 pour être touché, je sais plus ce que font les forêts, elles sont occultes, mais du coup visiblement elles sont occultantes, une forêt. Mais là je lui dis mais on va pas jouer comme ça, je lui dis les cratères c'est, alors pour le coup si ça n'avait pas été une catégorie qui existe dans le livre de règles, je lui aurais dit ouais bon bah je t'ai dit forêt, on fait forêt, mais là je lui ai dit écoute c'est le premier tour, on peut tirer sur rien. On peut tirer sur rien, ouais, laisse-moi tirer là. Surtout que le cratère, ça existe. Et le cratère, bien évidemment, n'est pas un occultant, puisque c'est un foutu cratère. Mais voilà. Mais c'est là où je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est une autre parenthèse dans la parenthèse, mais c'est vrai que l'interaction avec les décors, n'étant elle-même plus fun, au sens où c'est purement un trade, est-ce que je te vois, est-ce que je te vois pas ? C'est ça, en fait, aujourd'hui. Effectivement, rien que ça, c'est pas fun. C'est pas fun de se mettre à couvert, c'est pas fun de prendre le risque d'aller dans les cratères comme à l'ancienne avec terrain difficile, escalader la barricade. En fait, il y a aussi ce truc-là dans les scénars, c'est que si les terrains avaient été, par exemple, tu vois, genre, je ne sais pas, mais on aurait dit un truc, je dis n'importe quoi, mais tu vois, on dit, les orgas disent, parce qu'on ne connaissait pas les scénarios avant le tournoi, bien évidemment. Oui. Et imaginons que, plot twist, le jour même du tournoi, les orgas disent, bah en fait, dans tous les scénars, il n'y a pas de ruine. Interdit. Même si les décors sur la table, ça ressemble à une ruine, ce n'est pas une ruine. Et alors là, je te dis pas comment le nombre de joueurs qui auraient transpiré du cul en se disant « Ah bah moi j'ai une armée de Chaos Knight, ça veut dire qu'ils seront jamais à couvert et que tout le monde pourra tirer dessus tout le temps. » Bah ouais frérot, ouais. Ouais mais d'un autre côté, t'avais le T1 et tu prenais une maxi alpha strike et c'est pas fun non plus, tu vois. Ouais, mais par exemple, vu que nous on a eu le T1 à chaque fois et qu'on a tiré sur rien, tu vois, genre du coup, qu'est-ce qui est mieux, je ne sais pas, tu vois, je dis pas que c'est la bonne solution, je dis que c'est une solution pour ramener plus de fun. Mais, et du coup, si on embraye sur les scénars, en fait, les scénars étaient sympas, notamment celui de la deuxième partie et celui de la troisième partie, mais celui de la première partie et de la quatrième partie. Donc la quatrième, c'est la première partie, c'est là où on avait stické nos objectifs, comme on l'a expliqué, et où, en fait, quand vous contrôliez un objectif, votre adversaire pouvait le déplacer, mais pas vous, et quand les adversaires contrôlaient un objectif, vous pouvez le déplacer, mais pas vos adversaires. Et nous, on a fait l'erreur, respectivement, de chacun d'envoyer nos battle lines qui peuvent avoir ce fameux sticky objectif sur les objectifs T1, et du coup quand il s'agit de déplacer les objectifs, nous on s'est dit ah merde, on peut pas déplacer nos propres objectifs parce qu'on les contrôle, et eux ils se sont dit exactement la même chose. Du coup on a nullifié les objectifs qui étaient dans les bords de table, enfin dans nos zones de déploiement respectives, et il ne restait que 2 au milieu. Et après on pouvait entreprendre une action sur les objectifs du centre du champ de bataille, enfin du coup les objectifs restants. L'action consistait à, vous faisiez l'action, donc vous, comme dans le jeu égal, quand vous faites une action vous ne pouvez pas tirer, etc. L'action consistait du coup à la fin du tour, vous lanciez un D6, et le nombre de points que rapportait l'objectif était augmenté de ce D6. Et c'était cumulable, c'est-à-dire que pas mal. Si vous faisiez l'action tous les tours, vous rajoutiez de la valeur en points d'objectif. Ce qui en soi est plutôt fun. Problème, nous avons affronté une liste Chaos Knight qui peuvent faire et des actions et d'autres trucs avec les gros knights. Donc du coup, quand votre adversaire il a mis
une énorme empreinte de Knight sur l'objectif et que tous les tours il dit je vais tirer et je vais faire l'action et que en fait il augmente juste la valeur en points tous les tours. Oui, je crois qu'ils ont mis 19 points avec un objectif un tour. Après, encore une fois, c'était un peu justement dans l'esprit un peu what the fuck, tu vois, du tournoi. Mais ouais, c'est pas facile. Même de manière générale, déplacer les objectifs, surtout, mais ça c'est rigolo, parce que, super exemple, tiens, de fun versus c'est quoi aujourd'hui le fun. Le tournoi avait oublié de préciser qu'il fallait ramener des objectifs. Donc nous, on ramène en deuxième jour des petits tokens de 40 mm. Ceux qui sont dans le paquet de cartes. Exactement. Mais aujourd'hui, tout le monde a des putains de galettes. Oui, les fameux cercles de 3 pouces. Ouais, tous les scénarios où tu déplaces un objectif avec une galette, c'est insupportable. Oui. Déjà parce que les galettes, je suis désolé, c'est moche. Voilà, je trouve ça tout le temps moche. Il y en avait qui étaient un peu plus jolis que d'autres parce qu'ils les avaient personnalisés, mais les génériques, c'est vraiment affreux. De manière générale, je trouve ça assez affreux. Et à quel moment on a eu la flemme de mesurer, dans un jeu où on mesure tout le reste, je ne comprends pas, bref, peu importe, mais du coup, par ailleurs, c'est hyper chiant, parce que du coup, c'est hyper large, donc du coup, ça se prend dans les décors, tu peux pas le placer, t'es tout le temps en train de déplacer les décors, potentiellement casser les figues de ton adversaire ou les tiennes, j'étais en mode, putain, ça c'est un truc, genre, les gars, revenez avec faites-vous des tokens, alors il y avait des gens qui avaient des objectifs fait maison et tout, et ça c'était sexy, mais ça, putain, faut, je sais pas, ou... je sais pas, GW, faites-nous des sets d'objectifs par faction plutôt que de faire des décors nuls. Ouais. Je sais pas, c'est un truc que tu pourrais vendre avec des dés, tu vois. Ok, t'as 6 décors qui représentent un peu ta faction. Ouais, après, je trouve qu'il y avait un vrai syndrome, mais c'est encore une fois, c'est un vrai syndrome de l'insémination du compétitif dans tous les aspects. On y va. Mais on enlève les lunettes façon Pascal Pro. Non, mais parce qu'en fait, il y a typiquement les orgas du tournoi nous ont gentiment offert à tous une petite réglette de 3 pouces. Il y avait un partenaire, c'est ça qui faisait de l'impression 3D de petites réglettes. Mais par contre, pour rebondir sur ce que tu disais sur les galettes d'objectifs, en fait, tous les gens qu'on a affrontés, et globalement tous les joueurs, préféraient les galettes et avaient tous ramené leurs petites réglettes en impression 3D de 3, 6, 9, 12 pouces, qui trimballaient partout. Et en fait, nous, on n'avait rien de tout ça, parce qu'on est encore peut-être à l'ancienne, j'en sais rien. On est grave à l'ancienne. Voilà. Et en fait, du coup, j'étais en mode... Mais c'est des gens de tous les âges. Oui, c'est ça, parce que peu importe quel âge ils ont, s'ils ont repris récemment, ils ont cette préférence. C'est ça. Et en fait, du coup, les moments où j'étais un peu passif, où je me faisais taper dessus et que j'avais pas de sauvegarde à lancer, je regardais un petit peu les autres tables. Et en fait, tout le monde avait ce réflexe de attends, je sors ma réglette, attends, je sors ma galette, attends, j'ai mon truc spécifique. Et en fait, j'étais en mode de loin, parce que on l'a pas dit, mais l'événement, comme il se situait dans un centre, une salle de spectacle, il était bien évidemment ouvert au public, et le dimanche il y a eu plusieurs fois des familles qui faisaient leur balade dominicale, qui sont passées voir ce qui se passait dans cette salle avec tous ces barbus en train de jeter des dés. Mais bref, et en fait du coup je me suis fait cette réflexion de là il y a une personne qui n'y connaît rien, regarde les tables et se dit ah ouais c'est un jeu de société en fait. Il y a des pions, il y a des socles, tu vois, genre outre les figurines, tout le reste, en fait, les tables, c'est trop dommage parce que t'as des tables avec des décors magnifiques, des layouts magnifiques. Je pense que c'est pas le pire aperçu que tu puisses avoir du Wargame, parce que je me souviens de la Paris Wargame Expo, les trucs en 2v2 avec juste des ruines en L pas peintes en bois ou en MDF, et des galettes transparentes, là c'est encore autre chose. Nous on jouait encore à un certain niveau. Mais où je me dis, en fait, c'est pas très fun non plus tout ça, tu vois. En fait, ça allait-dit les tables. Et une table moche. On est dans la recherche du beau encore une fois. On rejoint le Bushido de Brother Maxou. Exactement. Mais mine de rien, c'est quand même un wargame qui se veut un peu esthétique. Les figues sont magnifiques. Game Workshop est fabricant de figurines avant d'être fabricant de règles de jeu, à le rappeler. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça casse un peu l'immersion. Et qui dit manque d'immersion dit aussi manque de fun, parce que pour moi en tout cas, l'immersion ça fait partie du fun. Je veux dire, si je joue à Warhammer 40 000 et que c'est un de mes hobbies, c'est parce que je prends plaisir à m'immerger dans son univers et je kiffe ça, tu vois. Et en fait, voir tous ces trucs qui ramènent au jeu de manière hyper frontale sur la table, ça casse complètement l'immersion. Je l'immersion. comprends ce que tu veux dire, Non, c'est vrai que le fun, c'est aussi l'immersion. T'as du fun si t'es dedans. Après, si t'es dedans parce que t'as un esprit plus compétitif, plus sportif, je sais pas comment on peut l'appeler, tu peux avoir du fun, mais c'est vrai que ce qu'on appelait, je disais en intro, liste molle, jeu casu, un truc mou, peu importe, j'ai l'impression que ça a disparu parce qu'effectivement les outils et donc les outils physiques qu'on a pour jouer et les outils au sens le système de jeu n'est plus écrit avec cette intention-là. D'ailleurs, même les règles ne sont plus écrites là-dessus. Je suis en train de lire le livre de règles de Bolt Action.
très touffu, ça fait flipper au départ, parce que c'est encore écrit un peu à l'ancienne, par Rick Presley et Alessio Cavatore, mais genre, tu lis le truc et tu fais... Les mecs te disent une règle et puis ils te disent bon, la seule exception c'est ça et ça, hein, donc attention, oubliez pas. Et c'est juste, t'as pas de bullet point, c'est pas alambiqué, c'est une phrase que tu peux lire et comprendre en fait. Mais du coup, c'est vrai que c'est dans des gros paragraphes de texte, ça demande de se plonger dans le truc, tout est genre les véhicules bougent différemment de l'infanterie, ils se blessent différemment, c'est pas du tout les mêmes trucs. Et après, moi je me dis, mais il a l'air hyper compliqué ce jeu Bolt Action. Puis après, je vais sur Reddit et les gens disent, mais frérot, si tu joues à Warhammer 40 000, t'as aucune excuse. Warhammer 40 000, c'est 6 fois plus compliqué que Bolt Action parce que chaque unité a une règle spéciale, elles ont pas toutes les mêmes statistiques, alors que tu vois, Bolt Action, un fusil c'est un fusil, une mitrailleuse c'est une mitrailleuse, quoi. Tu vois, c'est toujours les mêmes pour toutes les factions. Mais c'est du coup, le fun et je pense à un autre exemple, c'est Star Wars Legion, où quand tu déplaces une unité, tu déplaces le leader d'unité et tu mets ensuite toutes les unités, enfin toutes les figues de l'unité en cohérence. Oui. Et du coup, rien que ça, du coup, t'es jamais en train de mesurer tant que ça. Tu mesures une figue, et après les autres, tu fais une bulle de 3 pouces. Et si tu grattes, c'est pas grave, parce que tout le monde peut gratter. Mais tu vois, là, aujourd'hui, on est dans ce truc, effectivement, où tu disais, on casse l'immersion, et donc potentiellement, on casse le fun. Ouais. Mais c'est vrai, d'ailleurs, on le voit, parce que des fois, on l'a vu, tu vois, ouais, je fais ma charge, ah ouais, mais là, t'es à 12 pouces et demi, et tout. Frère, je voulais juste essayer de faire un 2d6. Genre, il y a très peu de chances que je réussisse. Essaye de me laisser kiffer quand même un petit peu, quoi. En fait, c'est ça que sur les parties qu'on a fait, il y a eu pas mal de fois où le côté très ah mais moi j'ai vu que sur Reddit tu pouvais pas faire ça a un peu cassé le truc, quoi. Genre comme tu dis des charges à des demi-pouces et où du coup toi t'es en mode bah non, ça passera pas, et le gars il fait alors si, en fait ça passe parce que quand c'est un demi-pouce on considère que... Il parlait comme ça, je me souviens pas. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais des fois c'était ça aussi, ça reflète pas le côté moi je sais que j'ai un code moral assez prononcé, genre je suis capable de dire à mes adversaires attends, oublie pas, surtout quand c'est des armées que je connais, typiquement contre Guillaume je disais attention, oublie pas, t'as ton truc, là tu peux tenter tel stratagème, le fair play de la game 3 en rappelant à mes adversaires au fait l'attrition ça compte et potentiellement c'est 20 points, donc vous êtes devant mais on est devant sur l'attrition, pensez à ça. Donc je suis peut-être con, mais moi ça me paraît normal de faire ça. Par contre en retour des fois je suis un peu en mode et frère, casse pas les couilles pour la bordure de ruine qui est le socle, tu sais, le socle d'un bâtiment, mais c'est en mode est-ce que c'est aussi occultant et tout. Ouah, putain, mais ce genre de considération, je crois que je peux plus en fait. Ouais, genre, c'est vraiment. Genre, is this fun? No. Tu vois, vraiment trop chiant, quoi. Ouais. Et c'est pas, en plus, en l'occurrence, encore une fois, c'est pas une attaque envers nos adversaires. Et on s'est toujours arrangé en mode ok c'est comme ça et voilà, mais c'est juste à titre personnel en réfléchissant et en préparant ce podcast je me suis dit qu'est-ce qui aujourd'hui casse le fun à 40 000 plutôt que de définir ce qu'est le fun parce que c'est plus dur. Qu'est-ce qui casse le fun? Bah ouais, là on vous a donné quelques exemples typiquement effectivement quand tu commences à dire ça alors que je sais pas, en fait ça pourrait être simple. Typiquement, je reviens à Trench Crusader, mais c'est en mode, mon frère il me dit, cette figue-là, je la vois, genre tu te mets à son niveau, si tu la vois, quoi. Ouais. Genre si elle est à couvert, elle est à couvert. Là, le nombre de fois où des gens ont sorti des pointeurs laser, ça m'a tendu. Je vous l'annonce, ça m'a tendu. Ouais, les pointeurs laser. Ça peut être pratique quand même, les pointeurs laser. Alors ça peut, mais par contre, il y a quand même trop de fois où les mecs étaient en mode, attends, je mets mon pointeur, ah non, tu ne le vois pas. Et je suis en mode, alors, je me mets derrière ma figue, je le vois en fait, mais d'accord, on va dire je la vois pas, allez, je suis gentil, tu vois. Rapportez-vous au débat qui a eu lieu sur le Discord il y a littéralement quelques jours quand Répu a dit qu'il mettait pas les tourelles latérales de ses tanks et que des gens ont commencé à péter leur crâne en mode... Non mais tout de suite les gens m'ont dit mais t'imagines tu passes à des endroits où tu passais pas, j'étais en mode mais je suis pas con, je sais que j'ai pas les tourelles donc je le fais pas, et par ailleurs aujourd'hui avec les layouts de table même GW dans un truc narratif, frère, j'ai de la place de passer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une ruine tous les 3 pouces non plus, quoi. Oui, mais non, parce que tu as l'antenne de ton Devilfish. Non, mais par contre, ce genre de bail, les gars, enfin. Et c'est horrible. Faut les choquer, comme disait Charles. Faut vraiment les choquer. C'est ça. Et en fait, typiquement, vous pouvez vous dire que si vous allez à un événement, un tournoi qui se veut fun, c'est le genre de considération qu'on va un peu laisser au placard parce que le fun prédomine. Mais non. Mais visiblement non, parce que... Mais alors là, on en revient à un autre truc. Je voulais embrayer sur l'hélice, mais tu me tends encore une perche, parce qu'on le fera jamais cet épisode, parce qu'on en parle à chaque fois, donc c'est un peu à chaque fois le même épisode, mais le jeu casu, ça n'existe pas, et la conversation qu'on avait eue justement avec Captain Tentacule et son collègue à la fin de l'événement, c'est rigolo parce que c'est son collègue, j'ai perdu son prénom, mais il se reconnaîtra et qui m'a dit mais tu peux partir du fait que dans n'importe quel événement, le fun c'est mort. Et tu sais, il était vraiment ultra, j'allais dire cynique, c'était peut-être pas le terme, mais très déterministe, tu vois, en mode genre
frère, pourquoi Péremptoire. pourquoi tu penses encore qu'il y en a du fun? Enfin, tu vois, il était un peu surpris que je sois aussi naïf. Ouais, en mode, Et du non coup, mais moi ça fait longtemps que j'ai fait mon deuil Ouais, du c'est fun, ça. tu vois. Et du coup, le fun, il le trouve ailleurs, où il va tester des listes, il va faire des trucs, et il trouve que l'événement, en l'occurrence, était plutôt cool, et nous aussi, hein, encore une fois. Mais j'avoue que, effectivement, je me suis dit, ah ouais, putain, mais moi, je suis pas prêt à faire ce deuil-là, tu vois. Mais parce Je que pense que j'irais plus volontiers vers un autre jeu que de continuer à être comme ça. Ou alors, faire des amendements aux règles, s'arranger entre potes, ce qu'on fait généralement entre nous. Mais tu vois, on se disait, fin d'année, ouais, faire plus des événements, etc. Putain, mais faut regarder les événements. Ouais, faut parce regarder que, les événements. Typiquement, j'ai loupé le tournoi, l'inscription au tournoi de narratif de Ludiverse là. Et du coup, Ronan, avec qui je devais y aller, me dit, ah, mais sinon on peut faire le 2v2. Et je me suis dit, no way. Ouais, Tu vois, genre ouais, vraiment, ouais, ouais. je pense que ça va me dégoûter du jeu. Ouais, Vraiment, il y a tu vois, des c'est chances. possible que ça me dégoûte du jeu. Et voilà, et c'est triste en fait, tu vois. Et bon, bref, si on revient sur le côté fun, qu'est-ce qu'on peut faire pour les listes ou qu'est-ce que tu penses par rapport à cette dimension-là du wargame? Le list building maintenant, c'est peau de chagrin, donc c'est pas vraiment fun comme activité, c'est un peu un passage obligatoire. On le fait, on l'oublie, c'est comme aller au McDo. Ouais, je sais pas, moi je prends encore du fun dans le list building, mais parce qu'en fait j'ai une vision plus 360 du coup du list building, tu vois. En fait, il y a aussi ce. Non, mais je J'ai veux dire. vision holistique du list building. Non, mais Enfoiré. dans le sens où en fait t'as des mecs, tu sais, genre ils font du list building, c'est en mode alors attends, je vais déjà écarter toutes les datasheets qui sont pas méta, Oui, mais et non, ensuite je fais du le list. fait que tu plus la granularité des points, des Oui, équipements, bon, etc. ça par contre c'est un fait problème. souvent que tu arrives avec 40 points ou alors tu sais des 120 points, mais tu peux pas mettre un char, mais tu peux pas non plus mettre une unité de 10. Enfin, tu sais, Oui, je trouve ça qu'en c'est fait, chiant. c'est pas autant qu'à AOS V4, mais ça commence à se rapprocher. Ouais, un on petit va peu. voir ce qu'ils vont faire en V11 à ce niveau-là, mais par contre, tu vois, alors là, sur le coup, il y avait des restrictions de liste, on en a parlé, pas de doublette, pas de triplette, Pas de personnage pas nommé. de personnage nommé, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait encore comme restriction, mais il y avait des restrictions. Pour le coup, il y avait aussi des restrictions en matière de stratagème, c'est-à-dire que Ah oui, c'était ça, les grosses restrictions. ça, c'était une On très en a pas grosse parlé, restriction. mais par contre ça c'était ça, très bien. c'était très bien. En gros, ce qui se passait, c'est que vous avez votre set de stratagèmes par détachement, et vous n'avez le droit d'utiliser qu'une fois chacun des stratagèmes de votre détachement dans la partie. Ce qui veut dire que moi, par exemple, qui jouais force opérationnelle Blade of Ultramar, là, j'ai l'armure du mépris. Bah, si j'utilise l'armure du mépris T1, je ne peux plus utiliser l'armure du mépris de toute la game. Mhm. Donc en fait, chacun des stratagèmes de votre détachement est unique. Et concernant les stratagèmes génériques, là vous partagez avec votre adversaire. C'est-à-dire que par exemple, si mon adversaire... avec votre... Pas votre adversaire, pardon, votre partenaire. C'est-à-dire C'est marrant de partager avec son adversaire. J'avoue. C'est-à-dire que si Répu fait un tir en état d'alerte à sa phase à la phase de mouvement adverse, on ne pourra ni lui ni moi utiliser le tir en état d'alerte pour le reste du tour. Mhm. Il faudra attendre notre prochain tour pour que un de nous deux puisse réutiliser ce stratagème. Mhm. Et en vrai, cette restriction-là était vraiment cool. Alors je crois Notamment- que c'est un mauvais exemple parce qu'il me semble que Overwatch tu peux le faire qu'une fois par tour tout le temps. Non, mais je veux dire, là, si toi tu l'avais utilisé, moi Oui, je ne pouvais plus. mais je crois que dans les règles de 40 000, l'Overwatch tu peux pas le faire 2 fois par tour. Je crois Non, que- tu peux pas. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est Une relance de commandement. Voilà, oui, ou une relance. Ouais. Si République utilise la relance, moi je n'ai plus de relance. Exactement. Et pareil, s'il utilise le stratagème pour immuniser au Battle Et ça Shock c'était par tour ou par round? par round. Ouais, donc c'était Enfin, encore plus violent, non? Non, c'était par tour. C'était par tour. Ouais, c'était par tour. Mais Par round ça aurait été oui. vraiment dur. Mais c'était déjà Ça c'était veut en dire vrai, qu'on se partageait les stratagèmes de base, c'est ça. mais qui étaient répétables à l'envi. En revanche, nos stratagèmes de détachement, on ne les avait le droit qu'une fois par game. C'est ça. Ce qui, du coup, quand vous avez pris l'habitude de jouer Je me demande plus, si c'est pas un très très bonne piste pour la V11. Hein. bah franchement, oui. Parce que ça fait le coup d'éclat, tu l'as une fois quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, on voit aussi aujourd'hui qu'il y a des armées qui ont tendance à utiliser des unités qui permettent de générer énormément de PC pour justement spammer énormément de stratagèmes, parce que il y a des stratagèmes extrêmement forts qui polarisent complètement des games. Et ben, j'avoue que ce côté, c'est un usage unique et il faut vraiment trouver le moment de la game où c'est maintenant en fait que ce Ouais, stratagème il va être cool. Bah, j'avoue que ça c'était vraiment cool comme restriction. Par contre, chose qui n'était pas dans les restrictions de liste et que moi j'ai trouvé dommageable, c'est qu'il n'y avait pas de restriction sur le coût en points d'une datasheet. Oui. Et ça, pour le coup, Brother Maxou l'avait fait dans le Rural Hammerfest. C'était, je crois, maximum 200 points par unité.
Ouais. On pouvait pas jouer une unité qui coûtait plus de 200 points, ce qui excluait... Pas d'un cinquième de la liste, ouais, ou... Voilà. C'était peut-être 220 Ou, oui, parce enfin, ou 250. Mais voilà. on pouvait pas claquer un cinquième de la liste Voilà. sur une unité, quoi. Et en fait, ça, par contre, il n'y avait pas cette restriction-là. Et très clairement, du coup, quand la vous Storm Surge. Voilà, la Storm Surge, les grands immondes, les Knights, de manière générale. En fait, du coup, Après, pour les Knights, tu vois, moi, je trouve ça logique d'avoir une exception, puisque c'est ton armée. Ouais. Après, les démons, tu peux te dire, ok, tu mets un démon majeur. Oui. Enfin, tu vois, tu peux avoir des exceptions. Mais tu vois, et en fait, le problème, c'est qu'une exception, des fois, confirme la règle, en fait. Et en fait, c'est soit tout, soit rien. Ouais. En fait, tu vois, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de radicalité. Parce que... De ce point de vue-là, je trouve que ce qu'avait fait la Paris Wargame Expo sur le côté fun, alors pour le truc narratif, c'était t'avais le droit à une unité, donc à plus de 245 points, je crois, mais c'était pour l'armée globale des deux joueurs. Donc c'est un des deux mecs qui committait un gros truc. C'est ça. Et donc par exemple, Charles ne l'ayant pas pris, moi j'avais un Royal Dawn qui était déjà pas très loin de la limite, et en lui mettant une optimisation, il passait à la limite, mais j'avais le droit. C'est aussi ce qui faisait que par exemple, il y avait un Bio-Titan dans une des listes, parce qu'il y avait une exception, mais c'était par équipe et non pas par joueur. Et du coup, là, typiquement, quand on a affronté, bon, en principe, 2 grands immondes, on n'aurait jamais dû affronter ça, mais plus les Knights, enfin un gros Knight, c'est compliqué, parce que tu viens pas avec des listes là-dessus. Alors après, de mon point de vue, par exemple, faut être honnête, je viens avec 5 chars. Aujourd'hui, je me suis posé vraiment la question, genre, est-ce que c'est pas aussi un tout petit peu polarisé ? Et en fait, je me suis rendu compte que mes 5 chars, ils ont pas fait grand-chose face à... Très objectivement, non. Enfin, voilà, tu vois, par rapport à ce qu'on s'est pris en véhicule en face, ou en infanterie, ou en trix, ou en peu importe. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est quand même chaud, on est arrivé à un niveau de létalité où, genre, moi, je viens avec 5 chars, mais j'ai l'impression d'être un peu un pipou, aussi parce que, en fait, n'importe quelle unité peut blesser un véhicule. Donc, il n'y a plus ce besoin, tu vois, d'arriver à l'époque... Ça aussi, c'était peut-être un peu fun, tu vois, t'avais une liste fun, parce qu'elle était, pour le coup, on connecte là les deux podcasts ensemble, équilibrée. J'ai pris mes dévastateurs canons laser au cas où le gars, il a des véhicules pour essayer de... En fait, aujourd'hui, tu t'en fous, t'as de la mortelle par-ci, tout le monde fait tout, t'as de la machin. Donc, en fait, aujourd'hui, t'as plus de joker. En fait, avant, dans le list building, il y avait toujours cette notion un peu de joker, de te dire, ok, il me reste 200 points, je vais prendre un truc que j'ai pas l'habitude de prendre, mais parce que je me dis, peut-être que mon adversaire, il a de l'anti-char. Donc par exemple, j'ai joué mes Avoc canon laser, tu vois. Alors que, en temps normal, je les joue pas, et voilà. Mais là, je me dis, je sais pas, tu vois, je vais à un événement, je connais pas les joueurs, je connais pas les listes. Aujourd'hui, les Avoc, tu fais un Dark Pact pour avoir les blessures automatiques avec tes bolters lourds, tu fais plus de dégâts qu'avec un canon laser. Donc, t'as moins de PA, mais... Oui, mais tu fais plus de tirs potentiellement. Oui, c'est ça. Donc, non, mais on est arrivé à ce genre de logique. C'est ça, et en fait, c'est ce que tu dis. Toi, t'es venu avec 5 chars, un Rogaldorn Tank Commander et 4 variantes de Lehman Russ, et en fait, objectivement, les 2 chars qui ont fait le plus de trucs de tout l'événement des 4 parties, c'est le Rogaldorn et le Lehman Russ Plasma Executioner, parce que à chaque fois tu l'as fait surchauffer, je le kiffe, celui-là. Et parce qu'il a fait des trous. Ouais. Mais pourquoi il a fait des trous ? Parce qu'en fait, dans ce qu'on a affronté, il fallait obligatoirement faire moult PV pour tuer et avoir de la très grosse PA. C'est ça, parce qu'en fait tout le monde maintenant joue des trucs endu Watt 1000, sauvegarde Watt 1000, mépris, couvert, c'est ça, pas visible tout le temps, du coup en fait il y a aussi ce truc là de avant quand on faisait une liste, pour revenir au list building, on se posait toujours plein de questions de mais si j'affronte ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué contre mon adversaire, tu vois, je sais pas ce qu'il a peint depuis la dernière fois, est-ce qu'il va rajouter tel truc dans son armée ? Là aujourd'hui, moi ma liste Space Marine pour l'événement, c'était full infanterie sauf un Dreadnought Ballistus. Il y avait beaucoup de joueurs Space Marine qui avaient le Ballistus. Alors qui avaient le Ballistus certes, mais surtout qui avaient beaucoup plus qu'un véhicule. Oui. En fait, j'étais potentiellement le seul pimpin de tout l'événement à être venu full infanterie. Et c'est là où il faut dire qu'on est un petit peu à l'ancienne, parce qu'au final, toi t'es arrivé avec une liste plutôt infanterie, un peu White Dwarf, il y a le capitaine et ses champions de compagnie, t'as les 2 packs d'intercesseurs, t'as une petite unité de vétérans, t'as les snipers, les snipers, enfin tu vois c'était très... Et t'as les Terminators parce que c'est une armée White Dwarf quoi, pour le coup c'est une armée White Dwarf. La mienne c'est une armée White Dwarf quand ils invitent le mec qui pète un câble et qui aime que les tanks. C'est ça. Mais c'est pareil, c'est White Dwarf, c'est-à-dire qu'en fait le gars il arrive, je peux pas tirer, mon armée elle sert à rien. Oui. Il y a une zone d'ombre, mon armée elle sert à rien. Par exemple. Tu vois, donc du coup c'est vrai que c'est... Mais je venais aussi en faisant ça, et dans ma tête je me suis dit, mais Raph du coup à de l'infanterie, moi je vais avoir beaucoup de volume de feu, on va tirer fort, ça va être sympa. En fait, ça n'a pas du tout marché. Non. Enfin, en fait, ça n'a pas du tout marché. Non. C'était même pas méga fun de dire ah ouais, j'ai mon annihilator à côté de tes gars et tout. De temps en temps, on a fait des trucs, mais c'est même pas comme si on avait l'impression de jouer cette alliance.
Tu vois, et pour le coup, ce que j'ai ressenti dans un truc plus narratif au Royal Hammerfest, mais c'est dans un autre contexte du coup. Donc encore une fois, c'est pas à l'encontre du Watergun, mais plutôt à l'encontre du jeu. Et en fait, les gens viennent aussi. Je voulais insister sur un point là-dessus, c'est que on a beaucoup entendu à propos de la Storm Surge par exemple, ou à propos du détachement KO. Donc là, on est dans le list building, KO Knight, Chevalier du Chaos. C'est pas joué. Mais est-ce que c'est pas joué? Ça veut dire que si tu la sors, est-ce que c'est fun? En fait, c'est ça qu'il faut se poser. Parce que je me suis dit, fun et pas joué, c'est pas la même chose. Parce que certes, le truc de détachement, il est pas joué parce qu'en solo, faire des tests de morale, c'est nul. Il y a aucun détachement qui fonctionne bien avec ça. Parce que le moral, c'est nul dans la V10 de Warhammer 40 000, on est tous d'accord. Mais du coup, ça devient fort parce que t'as pris ton pote démon. Donc en fait, certes, c'est pas joué et c'est peut-être fun parce que c'est malin, mais à affronter. Par contre, c'est c'est violent pour l'adversaire. Et encore, heureusement, moi je jouais Space Marine, donc j'avais quand même un bon commandement, ce qui me permettait de, même avec moins 2 de malus les D3 mortels sur mes tanks, c'était pas marrant. Donc moi je réussissais quand même assez souvent mes tests de commandement, mais je veux même pas imaginer face à une armée qui a genre des orques, ils auraient pris D3 mortels toutes les phases, tout le temps quoi. Ouais. Bon après sur plusieurs unités. Oui, c'est clair. Non mais c'était un peu chiant. Et pareil, du coup le coup de la Storm Surge, elle est pas trop jouée, donc ils l'ont réduit à 300 et quelques points et tout. T'es en mode ouais, mais du coup c'est un gun, on va le dire maintenant, qui a une PA -6 et qui fait un dégât 12. Plus que ça. Non, c'est dégâts 12, mais en 2 tirs ça fait 24 dégâts. Je sais plus c'est quoi le profil, mais le profil fait que tu peux annuler un tank. Et qu'il n'y a aucun recours. C'est soit il vous voit et il vous tue, parce qu'en plus il y a 10 000 manières de fiabiliser les Tyrantos. Donc vraiment, je voyais même pas comment on affrontait ça. En plus, ça v'là les PV. On a essayé un moment de jouer à la castagne, on s'est dit ok, chenille contre mecha. On a perdu, hein. Ouais, genre on a vraiment perdu. Parce que en plus la portée est ouf, donc là on était dans là c'est 72 pouces, donc c'est l'autre bout de la table. Ouais. Mais du coup, donc on avait un petit peu de mal. Mais pourtant moi, après peut-être avec un Vanquisher ou un truc comme ça, j'aurais pu avoir du répondant. Mais encore que, t'en perds un par tour, puis voilà, t'en as plus. Mais du coup, c'est marrant parce que moi je voulais venir avec un Baneblade au départ. Et je me suis dit, ouais, en plus le Baneblade, tu peux pas lui donner des ordres, donc je vais tirer à 4+, dès qu'on va mettre un malus, je vais être à 5+, ça va faire beaucoup de dés, ça va être fun, mais ça va pas être trop frustrant parce que ça va être nul en fait, ça va pas toucher beaucoup, tu vois. Mais je me suis quand même ravisé parce que je me suis dit, il y a bien une armée sur laquelle je vais tomber et il pourra rien faire contre un Baneblade, tu vois. Alors qu'en vrai... peut-être pas, je sais pas, je vais pas faire genre, mon Baneblade il est nul et la Storm Surge elle est trop forte. Ça se trouve, ça aurait été comme une Storm Surge. Et là, par contre, moi, au bout de 2 games, je me serais dit de mes adversaires, putain, c'est pas marrant pour eux d'affronter ça, quoi, tu vois. Et j'aurais sorti 340 points, effectivement, sur une liste de 1000 points. Mais du coup, tu vois, c'est là où je me suis dit, ok, ça aussi, c'est un nouveau truc. C'est-à-dire que le jeu casu n'existe pas. Et ce qui est perçu comme fun, c'est sortir un truc qui est hors du circuit compétitif. Ouais, hors méta. Or, c'est pas du tout le cas. Non. Parce que, par exemple, les champions de compagnie, que tu joues régulièrement, les gens ne les jouent pas parce que ils sont hors du circuit compétitif. Ils connaissent même pas l'unité. Hein. Mais elle fait ultra mal. Ouais, et dans le format, là, oui. Et puis, mais globalement, même quand on l'affronte, quand tu la mets à 2000, etc., faut s'en méfier. Alors, c'est sûr, c'est pas méga opti parce que t'as un peu de tir fort, un peu de corps à corps fort, un peu d'OC, ça se joue pas non plus. C'est pas un truc où tu veux annuler une unité, comme maintenant on veut, justement dans cette logique de trade. Je veux que cette unité de vétéran Space Marine, elle aille au cac ou au tir et qu'elle atomise n'importe quoi en la regardant. C'est pas cette unité-là. Et par contre, c'est une unité où genre tu la prends encore à corps en pensant que ça va le faire. T'as des mecs avec 4 PV dans la gueule, ils ont des bonus de ouf, ils ont des armes avec des dégâts 2, des dégâts 3. Donc en fait, quart à corps comme tir, comme même OC avec la bannière, ça nous a sauvés une fois. Ouais. Donc en fait, c'est une unité que j'étais en mode genre ok, ça ils connaissent pas, et du coup c'était hyper fun et ça avait de la saveur de voir cette unité-là faire des trucs. Mais typiquement, c'est pas pour autant... Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire des généralités. Effectivement, c'est pas parce que c'est dans le circuit compétitif que automatiquement c'est nul. Parce que c'est marrant, il y a quelques éditions de cela, on disait cette unité-là, mal designée, c'est poubelle, vous la jouez même pas. Et c'est vrai, c'était chiant. Mais du coup, maintenant, elles sont toutes bien designées globalement, mais on a quand même gardé ce côté les jouez pas, c'est chiant. Alors qu'en fait, si tu regardes un peu, tu fais. Quand même c'est pas mal hein. Genre franchement c'est vraiment pas mal. Alors après c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes cercles et ça va, mais c'est rigolo parce que une fois tous les 2 mois tu vois les tournoyeux complètement drogués à la méta qui découvrent un nouveau détachement et une nouvelle unité que toi tu joues peut-être depuis 3 ans et que t'es toujours là en mode moi je joue toujours bien aimé ça et à contrario ce que dans le même ordre d'idée ce qui était assez amusant c'est si je repense au gars qu'on a affronté qui jouait Black Templar, lui en fait sa liste c'est littéralement la liste top méta,
Enfin, les unités qui étaient dans sa liste, c'est genre le mec, il a Il maté... y avait que des bonnes Voilà, unités. il a maté une vidéo genre French Wargame Studio en mode comment jouer les Black Templars et il a copié-collé la liste, tu vois. Mais vu que lui, par contre, il joue pas beaucoup. C'est pas un... Il nous a dit, hein, il fait Ouais. pas beaucoup de games. Il a repris là pour la V10, donc voilà. En fait, ça se voit. C'est-à-dire qu'il a des très bonnes unités, mais par contre, il jouait assez... Bah, pas il mal, parce que c'est pas joue- vrai, mais il jouait moins bien Oui. que son partenaire qui jouait Deathwatch. Ouais. Et en fait, du coup, Mais il jouait dans l'esprit Black Templar. Voilà, il jouait Et- l'esprit. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a pris du fun. C'est-à-dire que le gars s'est pas dit ah non mais attends je vais lécher la ruine pour être à couvert machin. Il a dit je le fonce tout droit avec mon C'est ça. trait de croisé. Tu vois. mais par contre, en fait, c'est là que vous voyez que, encore une fois, le mec, il a fait sa liste en mode alors je regarde ce qui est fort et je copie-colle. Par contre, dans les mains d'un joueur qui n'a pas l'habitude du compétitif, de Ouais, mais tu le prends théorie de cette habitude en fait. C'est ça, en Parce que fait. tout le monde joue comme ça maintenant. Donc tu... Mais ce qui veut aussi dire que t'as des gens pour qui, franchement, tu pourrais même carrément leur enlever le list building, ils seraient ok avec ça, tu vois, en mode non mais Ou leur imposer. ou leur imposer comme Aspired. Ouais. Mais et là ça recrée du fun parce que t'es obligé de prendre des trucs que t'as pas forcément envie de prendre. Ouais, c'est sûr. Non, mais on trouve le fun à différents endroits en fonction de qui on est, c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, sur le list building, c'est ça que j'ai remarqué, moi, c'est qu'effectivement, il y a plein de règles et d'exceptions, mais du coup, peu importe ce que fait un tournoi, il y aura toujours des glitches en fait, il y aura toujours des trucs, des angles morts, devrais-je dire en bon français, qui font que bah, potentiellement ce qui est fun pour l'un l'est pas trop pour l'adversaire. Mais ça aussi, c'est quand même assez. C'était assez marqué sur le week-end. On voyait quand même des listes qui se ressemblaient, on voyait Ouais. pas forcément on l'a dit en amont, mais c'est pas parce que le tournoi est fun que les gens se ramènent avec des listes complètement nawak ou improbables, parce que aussi on a perdu le goût de la liste thématique, etc. On est peut-être un petit peu dur parce que je pense qu'il y en avait quand même certaines. On n'a C'est pas juste vu que nous, toutes les armées de tout le monde. déjà, mais c'est vrai que nous, effectivement, on n'est pas non plus tombé, bah, sauf peut-être encore l'armée de Guillaume, parce que c'était full GI, donc c'était très thématique avec 2 détachements. Donc bon, c'était celui de base, donc ça, à la rigueur, tu l'as affronté des milliers de fois. Mais effectivement, le Bridgehead avec 2 Valkyries, qui sont des unités qui valent super cher par rapport à ce qu'elles font, mais c'était sympa d'affronter des avions et tout. Enfin, cinématographiquement, pour le coup, j'ai pris mon fun, et je me disais, bon, si on perd cette game, moi j'ai affronté un gars qui joue garde, il y avait des Valkyries qui tournaient entre les bâtiments et tout. Enfin, c'était kiffant, tu vois. Ouais, c'était cool. Ouais. Mais c'était pas tout le temps ça. On a parlé des restrictions, on a parlé des listes. Il nous reste juste finalement peut-être de parler de quoi, de la philosophie. Est-ce que finalement au sein d'un événement, même quand il n'y a pas de classement, est-ce qu'on peut vraiment parler de fun encore aujourd'hui par rapport à cette mort du jeu casu, par rapport à ce niveau aussi global, parce que la mort du jeu casu signifie aussi que des gens jouent mieux. Ah oui, oui. Ouais, enfin, il n'y a pas que des effets négatifs, mais par contre, tout le monde joue un petit peu pareil. Ouais, ça c'est. En fait, si on vous renvoie à notre épisode sur le Rural Hammerfest, qui était un des constats qu'on avait fait, où on avait eu l'impression un peu d'être en décalage en termes de niveau de jeu par rapport à certains joueurs, Ouais. où on connaissait entre guillemets mieux leurs règles des fois que eux-mêmes, et du coup on a eu un peu une casquette d'arbitre comme ça, etc. Et là en fait, on était complètement dans la logique inverse, c'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui ont vraiment cette logique de moi je joue mon armée, je connais tout ce que fait chacune de mes unités, etc. Et je connais en plus l'armée de mon adversaire, à part chez moi du coup les héros du chapitre que littéralement Personne personne ne connaît, mais sinon tout... Comment ça, c'est à 4 PV? C'est ça. Mais comment ça, il y a une manière? Ouais. Non mais et par contre, tu vois, si je disais alors attends, là mes intercesseurs, le gars fait ah oui c'est la nouvelle règle, ils font 20 tirs machin et tout, et t'es là, Les genre, gens sont turbo les gens connectés. connaissent en fait. Et c'est là que tu te dis, putain, le fun, le fun, il a pris une autre forme chez beaucoup de joueurs qui ont commencé avec, je pense à partir de la V8, hein, en mode, maintenant pour eux le fun, c'est comme à Magic, c'est tu connais tout ce qui est méta, toi-même tu joues un truc qui est un de ces trucs. un des aspects de la méta, et le fun c'est, est-ce que mon truc méta va être plus fort que le truc méta adverse, ou en tout cas est-ce que la chance que je vais avoir, alors à 40 000 c'est les dés, à Magic c'est la pioche, mais en gros, est-ce que la chance va me C'est permettre... l'aider, mais de moins en moins. Oui, de moins en moins parce qu'il y a les relances, etc. Les Mais stratagèmes, stratagèmes, les mais- fiabilisations dans tous les sens. voilà, fiabilisation à outrance, c'est un autre Ouais, ouais. aspect. Quand on fera notre Ouais, rétrospective V10, on en reparlera, Oui, mais... il n'y a plus de relance, il n'y a plus d'aura. C'est ça, D'accord. Mais et ouais, du coup, en fait, il y a vraiment cette vision-là de... Ce qui est fun pour moi, ça va être, entre guillemets, de poutrer mon adversaire, tu vois. Ça peut aussi, hein.
Mais ça peut, mais ça, il y a toujours eu. il y a toujours eu, oui, il y a toujours eu des gars qui prennent leurs pieds en écrasant l'adversaire, parce que bah, on est dans un jeu d'opposition, donc Bien par sûr, bien définition, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que c'est un sentiment qui commence à Presque plus généralisé, Ouais. tu dirais. ouais, à prendre de plus en plus d'ampleur, même chez ce qu'on aurait pu appeler avant des joueurs casus, tu vois, qui jouent quasiment exclusivement en club, avec des potes et de la binouse, tu vois. Bah en fait, même des mecs qui ont ce profil de joueur-là, maintenant c'est « Ah bah si je vais à un événement, par contre, même si c'est un événement fun avec des restrictions, des machins, bah j'ai quand même tout donné pour gagner l'événement, tu vois. Enfin, en tout cas, pour marquer des points. Et du coup, j'avoue que ça, j'ai un peu du mal. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en mode, si je fais un événement, pour le coup, non fun, 2v2, etc., je pense que pareil que toi, je vais péter mon crâne, tu vois. Parce que ou alors faut y aller en toute circonstance enfin en toute connaissance de cause, ouais. pardon. Mais... Et en jouant une liste débilos, tu vois. Ouais, c'est ça, tu sors ta meilleure liste garde infâme avec ton Léontus, tes trucs, tes machins. Mais j'en sais rien. Mais est-ce que c'est fun? Du coup, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas ce plaisir-là d'écraser l'autre. Je me sens même parfois un peu coupable quand tu fais des listes où tu te rends compte que le gars en face il peut rien faire. Tu lui roules dessus, tu te dis waouh putain. Et ça m'est rarement arrivé parce que je suis pas un très bon joueur, mais ça m'est arrivé des fois de me dire ok, je vais initier, je vais y aller doucement. Et là, tu te vois que tu rentres dans l'art du mec, tu te dis putain, ça doit pas être marrant quoi, tu vois. Et du coup, des fois je me dis bah c'est quand même rigolo ce truc de quand t'as du hasard, quand t'as des situations auxquelles t'avais pas prévu, quand t'es pas tout le temps en train de réfléchir dans une logique stratégique poussée en fait, tu vois, sur tes pions, sur tes cartes, sur tes objets, sur peu importe, et que t'es peut-être juste dans l'affect de l'unit, de dire bah eux c'est des croisés, ils vont bien sûr qu'ils vont aller tout droit et aller au cac, et tant pis s'ils meurent entre temps, tu vois. Et c'est un truc qui a changé un petit peu, mais tu vois. C'était super intéressant parce que moi j'ai vu un peu le côté compétitif, il a un peu tout contaminé. Ouais. Donc on joue tous un petit peu avec des logiques, des termes, on en parle souvent ici à ce micro, mais qui viennent du monde compétitif. Le côté narratif, on l'a testé nous-mêmes au Rural Hammerfest, moi à la Paris Wargame Expo, et c'est vraiment un truc que je veux continuer d'investir parce que je pense que c'est une manière pour moi d'appréhender le jeu, même avec un système que je trouve bancal par certains aspects, ça compense justement ces problématiques. Ouais. Mais ce qui manquait à notre trilogie de conversation, c'est justement ce côté fun. Est-ce que c'est possible de juste arriver avec des potes, en asso, en événement, et se lancer, de se dire ok, on se met une philosophie fun. Bon là typiquement on va faire un événement bientôt entre nous là, entre ghouls, et on s'est dit on va faire un hybride, un peu de kill team, un peu de 500 points, et on n'est pas parti sur Combat Patrol, on s'est dit ok vas-y 500 points, vraiment on va faire juste des games à 500 points. Ça se trouve ça va être fun parce que 500 points c'est tellement ridicule à l'échelle du jeu maintenant, tout est fait pour être 2000 points, faut placer là les trucs. Ça se trouve on va kiffer. Comme des fois en fait on a fait du 1000 points et on s'est rendu compte que c'était limite plus fun, plus intéressant points, ouais. Quoi. Et je sais pas, il y a une façon de jouer effectivement qui semble aller loin de ce truc là. Et c'est un truc intangible. Qu'est-ce qui fait le fun d'un jeu quoi finalement? Parce que je vais vous donner un exemple, on va arriver doucement sur la conclusion, mais avec Raphaël on a joué de longues années à Overwatch et moi j'y joue toujours encore tous les dimanches soirs juste par affect parce que avec le groupe de potes dans lequel il y a mes deux petits frères on se retrouve les dimanches soirs et moi c'est l'arme ultime contre le blues de dimanche soir, c'est faire 2-3 games d'Overwatch où on va raconter que des conneries, on s'en fout un peu de si on gagne, si on perd défaites. Et souvent on prend des grosses défaites, c'est clair. Mais à un moment, il y a quelques mois, ils ont lancé un mode de jeu, c'était un mode de jeu Stadium. Et du coup, le mode de jeu s'appelle Stadium, c'est un twist roguelite sur Overwatch. Roguelite / un peu, comment dirais-je, Counter-Strike. C'est-à-dire qu'entre les manches, vous avez un score, et en fonction du score que vous avez fait, vous pouvez acheter des équipements. Alors en l'occurrence, c'est pas des équipements parce qu'on n'est pas dans Counter-Strike, c'est des trucs qui donnent des petits bonus sur ce que vous avez déjà sur votre personnage. Genre vous rechargez plus vite, vous courez plus vite, vous avez une roquette en plus, des trucs comme ça. Des trucs qui visiblement étaient prévus pour le fameux PvE d'Overwatch, pour ceux qui connaissent. Mais bref. Quand on y a joué, on s'est dit, la première fois, putain, c'est de nouveau fun. Overwatch, c'est marrant. Parce que t'avais des combos complètement nuls, des trucs vraiment complètement pétés. Tu découvrais quoi. Une semaine après, mais vraiment une semaine après, on joue tous les dimanches soirs. C'était fini. Le fun du jeu n'existait plus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu une semaine de contenu méta sur Stadium. Les gens avaient consommé ça. Ils avaient leur arbre de compétences. Ils allaient piocher dans les bons trucs. Mais quand je dis ils donnaient 30 options, je pense, par personnage. Hein. Les gens jouaient les 3 mêmes, peu importe le... Enfin, tu vois, c'est pas peu importe le personnage, mais ce perso, il est 3 là. trucs, ouais. Et il n'y avait pas d'autres trucs.
plus personne ne joue à Stadium. Mais genre en une semaine, en tout cas, la perception du fun, tu vois, je prends un exemple hors Warhammer pour ouvrir un peu le débat, parce que je pense que c'est pas qu'un truc qui touche Warhammer, mais ça montre bien quand il y a tout un écosystème, des médias, des conversations et une logique de compétition, parce que là aussi on est dans un shooter PVP, hero, shooter, compétitif, etc. Bah ouais, en fait, les gens ils trouvent la meilleure solution et ils la répètent. Ouais. Et donc effectivement quand toi tu joues Soldat 76, bah tu prends ces trois trucs là parce que tu sais que si le mec en face il y a Soldat 76 il va prendre les trois mêmes trucs, donc tu t'amuses pas. Il y a une logique un peu de, en fait c'est la putain de guerre froide quoi, tu vois, c'est en mode genre faut que je vienne avec des trucs de mangeurs d'enfants parce que je vais peut-être tomber sur des trucs de mangeurs d'enfants, alors que moi j'ai envie d'arriver dans les événements en me disant ah bah si l'event est fun, bah vas-y je sors des unités un peu du fond de tiroir, je sais pas, je fous 15 ratlings, j'en sais rien, enfin tu vois, j'en sais rien, mais cet exemple d'Overwatch ça m'avait vachement marqué sur le fait que ah ouais quoi, en fait on est dans un monde où le côté la découverte, le fun et tout c'est compliqué, et tu vois ça me fait rigoler d'ailleurs de voir les débats autour de Trench Crusade ou d'autres jeux qui sont pas forcément nécessairement conçus pour être équilibrés et tout. Et les gens sont en mode ouais tu prends ça, tu prends ton Warwolf avec les hérétiques machin, et tout en mode genre frère c'est un jeu narratif où genre tu commences avec 4 pélos, c'est le fun c'est justement de gagner en loot, passer dans les tranchées, trouver des trésors, quoi. Enfin tu vois c'est ça le fun. Pourquoi vous êtes direct en train de me péter les couilles avec des trucs d'optimisation? L'optimisation c'est l'inverse du fun, enfin, il faut le dire quoi. En fait l'optimisation à outrance c'est l'inverse du fun, parce que moi j'aime l'optimisation parce que il y a plein de jeux vidéo que je consomme où il y a des moyens d'optimiser, que ce soit les JRPG, des trucs comme ça, mais c'est pas de l'optimisation avec une orientation compétitive, c'est de l'optimisation pour moi, pour ma game, tu vois. Mais par contre effectivement t'as raison, oui mais t'as ce plaisir là parce que de base c'est sympa à jouer. C'est ça. Mais par contre, tu vois, moi j'ai arrêté de jouer à Overwatch avec vous le dimanche parce que justement, cet aspect turbo méta gogol que en fait... Spoiler alert, le jeu est tellement en berne que je pense que les gens qui jouent à Overwatch, c'est soit les compétitifs d'un côté, soit les mecs complètement casus comme de l'autre. Mais du coup, moi j'ai arrêté pile à l'entre-deux, on va dire. C'était le passage à Overwatch 2. À Overwatch 2, voilà. Mais en fait, où je ne prenais plus de fun, parce que en fait, quand j'avais envie de jouer un des personnages qui marchait pas, je mourais à répétition. Mais ça aussi, c'est quand même encore un vrai truc qui existe, c'est-à-dire qu'il y a toute une panoplie de personnages et on voit jamais certains persos, et c'est vrai que parfois on est même surpris en se disant putain on s'est pris une claque avec tel perso, et c'est en mode genre on sait plus jouer contre ce perso. C'est ça. Et c'est très rare des persos qui les arrivent à dynamiser, etc. Et en fait le problème c'est une espèce, dans ma métaphore de la guerre froide, tu vois, c'est vraiment cette course à l'armement est un peu perdue d'avance, parce que même quand tu crées une rotation, ce que Warhammer 40 000 est en train de faire, en disant allez on update ci, on update ça, on augmente les points ici, on change la règle là-bas, bah tu remplaces, tu fais pas forcément plus fun, tu remplaces une liste par une autre liste. Tu interchanges les... Voire même tu crées ces glitches un peu bizarres comme bah voilà notre adversaire qui vient avec une Storm Surge parce que ça vaut je sais plus 320, 340 points, et t'es en mode à aucun moment. Enfin, je veux dire un Rogaldorn ça vaut un Tank Commander ça vaut 285 points ou un truc comme ça, mais ça fait pas le... Enfin tu peux pas annuler chaque tour avec un Rogaldorn un véhicule, c'est pas possible. Non mais en fait imagine, en fait moi j'ai repensé à ça plus tard, mais je me suis dit imagine ça aurait été du 1v1, tu te serais retrouvé toi, ta liste telle que tu l'avais face au gars qui jouait tôt avec sa liste telle qu'il avait. Bah en fait T2 t'étais table rase et du coup t'es en mode le fun. Ouais, mais après tu vois typiquement justement c'est un bon exemple parce que, et pour conclure, c'est que on a fait aussi, moi j'ai fait une liste full tank parce que t'avais beaucoup d'infanterie. Quand j'ai été jouer avec Charles, on s'est inventé tout un lore dans l'idée que mes régiments qui normalement fonctionnent ensemble, là avaient été séparés par un cataclysme je sais pas quoi, et donc du coup bah eux ils étaient tombés avec des Space Wolves et ça marchait bien, ça avait bien marché et c'était plus ou moins équilibré parce que lui c'est pareil, il avait pas beaucoup de véhicules, il avait un dread et un transport, donc fondamentalement notre liste, ça faisait pas trop peur, mais elle était équilibrée dans le sens où quand t'as beaucoup de véhicules, ça veut dire de grosse endurance et généralement beaucoup d'armes, et de l'infanterie un peu corps à corps, assez flexible comme sont les Space Wolves de l'autre, ça marchait bien. Et avec toi là, ça a bien marché. Mais c'est juste qu'en face, on n'a pas forcément vu des gens qui nivelaient par le milieu, mais plutôt qui nivelaient par le haut. Je vais chercher le glitch de commandement, je vais optimiser le truc anti-char parce que je prends et un répulsor et un gladiator. Ok, t'as 2 tueurs de chars. C'est comme si moi j'arrivais avec
de Vanquisher. J'avais pas le droit de le faire, mais en gros, voilà, mais c'est par exemple ce que j'ai fait à la PW, j'avais de Vanquisher. Oui, Donc, oui, tu bien vois. sûr. Donc en soi, je vais pas forcément critiquer ce truc-là, mais c'est vrai que la question du fun, je voulais qu'on en parle, parce que je trouve que c'est un peu central, et c'est moi personnellement, en allant voir comment d'autres jeux fonctionnent, voire même en les jouant, ou juste en ouvrant les livres de règles, qu'on se dit, ah mais en fait c'est pas obligatoire, tu vois. Et pareil, c'est cool que des suppléments, parce que j'imagine que plein de gens vont dire, ouais mais boarding action, crusade, etc. Ouais, ok. Mais le problème c'est que c'est des trucs à la marge qui demandent d'initier les gens à un autre jeu. Et en fait, moi, j'aimerais bien juste de me dire Le core game. que le core game, il ait cette racine fun quand même en lui, tu vois. Ou alors, en tout cas, qu'il y ait une voie fun possible. Parce que pour l'instant, en fait, il y a la voie narrative à la Crusade ou Maison. Maison, on va pas la compter, mais au moins celle qui est alimentée par Games, c'est Crusade. Et il y a la voie compétitive qui est du coup... Tout le reste. Tout le reste. Il n'y a pas de voie du milieu, il n'y a pas de troisième voie. Enfin, je sais pas trop comment tu conclus le truc là-dessus, toi, Raph. Ah, mais Mais pour moi, ce fameux truc du mood, liste fun, liste mood. Tu te souviens, Warfo ou French Warhammer 40 000, tu sais, entre parenthèses, 1000 points mou, 1000 points durs, machin, 1000. Enfin. Ça n'existe plus. Ouais. Personne fait une liste molle, ça n'existe que. Bah. Personne fait une liste fun. C'est quoi une liste fun? Ça n'existe plus. Bah, en c'est fait, possible. le truc, c'est que effectivement, quand tu dis personne ne fait plus de liste molle de peur De se faire de bully. se faire bully Et en même temps, tu te fais et tellement de ne bully. pas prendre de fun du coup. Ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, tu te dis, en fait, maintenant le réflexe qu'a le joueur moyen de Warhammer 40 000 qui a commencé entre la V8 et la V10 a ce truc de ok, je vais jouer à Warhammer avec des gens que je ne connais pas, parce que là, je prends l'exemple, pas quand tu joues entre potes réguliers, tu vois, mais genre un événement en asso, en club, donc où t'es potentiellement face à des gens que tu ne connais pas. T'as ce truc de... Ce qui est censé être fun. Ce qui est censé être fun. Bah, parce que le côté social du Bah jeu, ouais, tu vois. c'est ça fait Et plaisir. là, tu te dis, premier réflexe que tu dis, c'est ah ouais, je vais jouer mardi contre un mec qui joue Necron. Bon, bah, il joue Necron. Ah, est-ce qu'il joue Necron, genre le dernier détachement en date? Bon, bah, s'il joue potentiellement le dernier détachement en date, si je viens avec 3 escouades de catachans, je vais me faire éclater. Mhm. Bon, tout de suite, je vais enlever ce truc-là parce que j'ai pas envie de me faire éclater, j'ai envie de rigoler un peu, j'ai envie de lancer des dés, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de me faire rouler table rasée T1, tu vois. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à réfléchir comme ça, le fun, c'est devenu, je trouve, hyper secondaire. Mais j'ai Et l'impression que tout faut le monde... remettre du fun et que du Mais coup, est-ce qu'on n'a pas toujours réfléchi comme ça? Parce Bah, que est-ce qu'on sonne pas comme des vieux cons là? peut-être, on sonne peut-être comme des Ouais. vieux cons. Et vous avez le droit de nous traiter de vieux cons. Mais en fait, il y a aussi ce truc de, nous, on joue l'un contre l'autre depuis maintenant assez longtemps, et on a quelques potes avec lesquels on fait les Ghoulfest, etc. On s'est imposé entre nous cette discipline du fun, De consulter de, les listes de voilà, de l'autre, consulter les listes de l'autre, de Et dire... des fois ça marche pas d'ailleurs. Des fois ça marche pas, Des fois on arrête des des fois on ratés. teste des trucs et on se dit ah ouais c'était pas fun, tu Ouais. vois, genre mais c'est vrai que du coup il y a un effort supplémentaire je pense à fournir aujourd'hui pour retrouver du fun de manière casu, abordable, tu vois, en mode typiquement, je fais encore un parallèle avec le TCG et avec Magic, mais moi j'ai arrêté Magic de jouer régulièrement il y a un bout de temps, mais les rares fois où j'ai voulu me relancer dedans, j'ai fait genre une AP ou deux, je me suis fait éclater, parce qu'en fait j'ai abordé la chose de la même manière que j'aborde mon hobby, c'est-à-dire je suis arrivé en mode avec bite et couteau, en mode je paye mon ticket d'entrée pour l'AP, l'avant-première, voilà, je reçois mon pack d'avant-première que tous les joueurs reçoivent, et je vais y aller en mode Voilà, cool. je ne connais pas les cartes, tu vois, je me suis pas spoilé sur internet les cartes qui sont disponibles depuis 3 semaines, Qui ont fait ça. et je tombe que sur des mecs qui connaissent déjà toutes les cartes de l'édition, savent qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut jouer, etc. Et en fait, je prends cul sur cul, et à la fin, C'est je suis en nul. mode... Mais c'est nul. C'est nul. Enfin, c'est le Genre, principe d'une avant-première, c'est pas de découvrir j'ai l'édition. payé mon ticket pour me faire rouler dessus pendant 5 games d'affilée. Ouais. Bah, super. Franchement... Et tu penses qu'on pourrait en arriver là à 40 000? Ah ouais, moi je suis convaincu que oui. Ouais. Parce moi, que- je vois déjà, hein, j'allais dire, les spécialistes des datasheets Discord, tu vois, c'est en mode genre, ils ont déjà tout établi, après ils vont sur Tabletop Simulator, et le jour où ils ont un tournoi, et God bless, ils ont payé un gus pour payer leur figue, ou alors ils ont fait eux-mêmes encore mieux, et en fait, ils déroulent le même plan de jeu qu'ils ont prévu d'avoir il y a 3 mois, et Bah ouais. s'il n'y a pas de fac qui est passé entre temps, juste ils te mangent tes morts, quoi. Bah en fait, et tu vois, typiquement, moi J'avoue que je pensais pas terminer l'épisode déprimé, mais je le Bah en fait Je suis un c'est petit peu, horrible quoi. parce que tu vois moi je vais sur Goonhammer ils ont plein de contenus intéressants mais ils ont ce fameux contenu compétitif tournament là où ils font les reports de trucs et moi je regarde toujours un peu juste par curiosité au moins les listes
Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que il te couvre 5 événements à travers les États-Unis, et c'est grand les États-Unis, hein, mais il te couvre 5 événements différents à travers tout le territoire américain, et tu vas voir que le mec qui est dans le top 5 du podium, c'est le mec qui joue Space Marine, il joue les Victrix, le mec qui joue Necron, il joue le nouveau Necrozor machin. Ouais, il joue la dernière carte à la mode, C'est entre ça. guillemets, quoi. Et t'es en mode, je suis fatigué de ça, parce que du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, est-ce que t'es condamné à, dès que tu vas sortir de ton cadre de potes avec qui tu joues habituellement, tu vas forcément être en mode, bon bah c'est no fun en fait, ou alors c'est no fun T'écrases. pour l'adversaire Ouais, parce c'est ça. qu'il a pris un énorme cul face à toi, et que t'es en mode, bah vous avez juste déroulé la partie, il y a peut-être eu quelques coups d'éclat, ouais, mais c'est en chaud, fait c'est c'est chaud, tu vois. Mais après, j'avoue que, tu vois, quand je disais, ma question n'était pas innocente, quand je disais est-ce qu'on n'a pas toujours fait ça, c'est que, mais je me souviens, j'allais au Games Workshop, ou j'allais voir des gens à l'assaut du lycée, ou je sais pas quoi, je me disais, ok, alors déjà t'avais pas 50 armées, et puis t'étais plus jeune, donc en fait t'avais ce côté un peu, bah j'ai un petit tank, j'ai un petit truc, tu mettais un peu tout ce que t'avais, mais du coup j'ai l'impression qu'effectivement, même chez les jeunes, déjà c'est compliqué pour eux, j'imagine, d'attaquer Warhammer vu le prix et tout, mais je veux dire, comment on fait, tu vois, pour retrouver ce côté-là, je sais pas, faut remettre à l'honneur certaines unités, enfin, je trouve qu'on est dans une espèce d'hyper spécialisation, tu sais, de toutes les unités, c'est des one trick pony, de genre, celle-là, elle est trop forte pour faire ce truc, et du coup tu la prends pour faire ce truc, et t'en prends 3 si t'as besoin de faire 3 fois ce truc. Juste c'est chiant, en fait j'aimais bien me préparer justement à toutes les éventualités, je pense qu'on l'a toujours fait, mais ça avait une autre saveur, c'était peut-être, ah putain, là j'ai mis beaucoup de véhicules, mais ah putain, si le mec il a d'autres véhicules ou s'il a des gros canons laser, ah puis si j'ai besoin de tirer des objectifs, tu vois, genre j'aime bien les listes polarisées full tank parce que je trouve que c'est thématique avec la garde, mais fondamentalement à jouer c'est pas toujours fun parce que typiquement si j'ai besoin d'être sur les objets, faire des actions et tout, bah je peux pas. Bah oui. C'est pour ça que quand on joue tous les deux par exemple, je sors rarement le côté full tank. Donc du coup, en double ça marche bien par contre. Oui. Et c'est vrai que c'était plus, j'ai l'impression, une forme de préparation, mais pas de destruction mutuelle, quoi. Destruction mutuelle assurée, tu sais. J'arrive, genre, ah ok, je vais peut-être me prendre un méga cul, mais du coup, faut que je prépare la liste de tueurs aussi en retour, quoi. Et moi, ça me fait chier parce que déjà, je les ai pas toujours les triplettes et j'ai pas forcément envie de les avoir. Et aussi parce qu'il y a pas mal d'unités qui, genre, je sais pas, sont juste chiantes à jouer, quoi. C'est chiant à mourir, quoi. Genre, je sais pas, enfin, je sais qu'il y a des joueurs garde qui adorent ça, alors pas trop en V10 parce qu'elle est considérablement nerfée, mais tu vois, jouer de l'artillerie, je suis pourtant un joueur garde, mais j'ai du mal à m'imaginer, ouais, j'ai 3x2 plateformes, plus 3 grosses, plus 3 basilisques, enfin, ouais, ok, t'es en fond de cours, tu bombardes le gars, enfin, c'est même pas marrant, quoi. Enfin, mais j'aime bien une petite plateforme ou deux, et je me prévois parce que j'aurais peut-être besoin d'un peu de ligne de vue, de tir sans ligne de vue, j'aurais peut-être besoin d'un peu d'infiltrateur, et je raisonne encore peut-être un peu à l'ancienne, un peu QG, élite, troupe, moi je fonctionne de la même manière, tu vois. Est-ce qu'on va réussir à s'en débarrasser ? Est-ce qu'il faut qu'on s'en débarrasse ? Est-ce que finalement faut pas avoir un cadre pour qu'il y ait du fun, tu vois ? Moi j'appelle, je dis que le jeu Casual est mort et j'appelle Games de mes voeux à créer un jeu mid, un jeu du milieu, ou en tout cas, je sais pas, ça serait très compliqué, je pense, en termes d'écriture, de game design, de faire des compléments, mais de partir d'un socle qui aurait un complément narratif, un complément casu, un complément compétitif. Compétitif et narratif, c'est facile, je pense, à rajouter. Qu'est-ce que tu rajoutes en termes de fun ? Moi, tu vois, j'ai réfléchi parce qu'on prépare aussi, mine de rien, à chaque épisode, notre épisode bilan de la V10. Je me suis dit, est-ce que si tu rajoutes des meilleures règles de couvert et des meilleures règles de commandement et des meilleures règles, par exemple, d'artillerie, tu remets des gabarits, des trucs comme ça, est-ce que t'as pas déjà ramené du fun, tu vois ? Ah oui, et c'est peut-être juste genre une grappe de gabarit à la con avec un livret et tiens, tu veux jouer en mode je sais pas comment tu pourrais appeler ça, mais genre bah c'est ça, et du coup il y a dans ce mode là il y a les gabarits, tu vois. Ou alors si jamais il y a ces règles en plus que tu peux choisir d'ignorer, tu pourrais aussi choisir d'ignorer. Ou alors si jamais il continue en V11 avec le concept des datasheets où tout est gratuit en termes de points, tu vois, qu'ils assument vraiment le parti pris et qu'ils fassent le modèle AOS ou les Crysis TO, c'est-à-dire tu fais une datasheet par arme. Et comme ça, bah, ça évitera que le mec qui prend, 5 Chosen, bah, il est, tu vois, il la prend avec les meilleures armes, parce que c'est le meilleur choix, tu vois. Que plutôt, ils doivent se dire, est-ce que je prends 5 Chosen de tir, de CAC, parce que les datasheets sont différentes, tu vois. Et vu qu'ils on aura encore plus de datasheets. Oui, mais en fait, déjà de base, avec la V10, ils sont un peu dans la datasheet à outrance, c'est acté, tu vois, genre c'est... Voilà. C'est vrai. Et en fait, alors à ce moment-là, si vous en êtes là, les gars,
arrêtez de faire le middle ground, de dire oui, on fait beaucoup de datasheet, mais regardez, vous pouvez quand même encore choisir vos options. Non, en fait, si vraiment vous êtes en mode tout est gratuit partout, tout le temps, et ben à ce moment-là, assumez le truc jusqu'au bout et dites ok, tu aimes. En fait, tu veux jouer cette unité parce qu'elle est entre guillemets top méta et tout le monde la joue équipée de cette manière. Ben regarde, tu as une porte de sortie que tu peux jouer cette unité avec un autre équipement, elle va être moins chère en points par exemple, ou je sais pas, elle va avoir une règle spéciale un petit peu plus intéressante. Est-ce que ce serait pas plus simple de ramener la granularité des points? Bah, c'est complètement cool, oui, mais visiblement Game Workshop a pas l'air de partir dans ce sens-là. Je comprends. On verra la V11. Jamais cette règle, mais c'est vrai que ça sera dans un autre podcast dans quelques mois, parce que finalement ça va arriver vite. Bah, oui, j'imagine souvent c'est autour de l'Adepticon, je crois qu'on a les premières nouvelles. Donc peut-être au printemps on va commencer à faire un épisode un peu bilan, faut qu'on voit un petit peu ce qui se passe aussi avec les différents suppléments, mais en tout cas on espère que ce portrait du Watergun, encore merci aux organisateurs de nous avoir incité à participer, merci à eux pour le taf de zinzin, les tables de zinzin, merci à nos adversaires de nous avoir supportés, et merci à vous d'avoir supporté pas loin de 1h47 de rente. Non, le vieux con qui disserte sur le wargame d'avant. Bah voilà, non mais en même temps j'aime bien cet aspect là, et pour l'instant on est très dans un truc de jeu, faudrait peut-être qu'on revienne à des trucs peut-être plus lore avant de revenir sur ce fameux épisode sur les cartes aussi qu'on vous a promis. Moi j'ai eu une autre idée entre temps, tu vois, d'analyser les codex et de voir, faire un petit bilan de genre qu'est-ce qu'on avait dans les codex en V2, qu'est-ce qu'on a dans les codex aujourd'hui, autant en termes de jeu, de modélisme et de lore, ça pourrait nous intéresser aussi en partant peut-être d'une faction qu'on aime bien et qu'on a un peu joué depuis soit tout le temps ou qu'on a joué un moment qu'on a abandonné et puis on pourrait comparer. C'est plein de sujets comme ça qui vont arriver cette année. On espère que celui-là sur le fun vous intéressera. Si ça vous donne envie de participer au débat, je vous propose d'aller sur Discord, il y a une section feedback où vous pouvez parler des différents épisodes et d'interagir avec du coup tout le reste de la commu. Sinon il y a les commentaires par exemple sur YouTube, et voilà, si vous voulez soutenir le Lane Rider, le bouquin chez Ferd est bientôt en réimpression si ce n'est pas déjà fait, peut-être déjà dans les boutiques, faudra que je vérifie, mais en tout cas checkez le site de Ferd. Vous pouvez aller aussi sur Tipeee, et bien sûr il y a une affiliation My Hobby Place, vous pouvez trouver le lien sur nos réseaux sociaux, ou tout simplement une fois que vous passez commande à l'étape de checkout sur votre panier, vous pouvez reverser 5% de votre commande à nos amis Landraidos, Raphaël et moi-même. Donc voilà, merci pour votre générosité, merci pour votre participation, merci pour votre écoute. On se retrouve très rapidement bientôt pour un nouvel épisode. Des gros bisous. Des gros bisous à tous. Ciao. Un max de fun. Oui, le fun c'est bien. Bonus. Trax.